et bienvenue dans Let's Go. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a du vide autour de moi. Franck va nous rejoindre dans quelques instants. Il est un peu en retard, mais à côté de moi, la très charmante Alison est de retour et ça me ravit. Comment ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Très très bien. En plus, tu nous ramènes de très belles choses aujourd'hui, en actu, en dossier, mais aussi en interview. Un interview, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu aimes J'adore. Ton drapeau à damier. Voilà, exactement. Ça fait très Racing, on adore. Et du coup, je vous expliquerai à la fin de l'émission d'où il vient. Et on aura même la créatrice avec nous. C'est trop cool. Donc, une interview qu'on retrouvera à la fin de cette émission. Et à ma droite, il est beau, il est pimpant, il est tout de rose, vêtu. Ah oui. Il s'appelle Ken. C'est vrai, bonjour Marie, bonjour Alison, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai la forme. Très très bien. Tu verras que dans mes news, j'ai pensé à toi. Non. Un vélo à 8500 $. Si. Oh bah c'est pas cher. 1500, juste ça. Tu verras que tu peux peut-être pas rouler avec. Donc, Bon, Alors là, c'est forcément. encore plus cher. oh là là, Oh, mais regardez, voilà. Bonjour. Il n'est pas Comment ça va? J'arrive sur le jingle, c'est génial. Bonjour. Magnifique. Il est pas du tout dans le champ de la caméra. Oh là là, la petite Ah ouais, va ouais, ça a bien. prêté Comment là, c'est ça quoi va? ça? Bonjour, enchanté. Attention, Non, J'adore les beau t-shirts. gosse comme Ça va, d'habitude. ça serait bien mis là-bas, mais il n'y a pas de chaise. Les boutons vrai. sont pas uniformes. Hein. Non, mais c'est fait exprès. Oh punaise. Non mais alors, il a toujours le détail, Ça tu n'existe sais. pas, il faut. Ah. Comment Ça va ou je quoi? sais pas où je parle. Ça Petite tour chez le coiffeur, petite mèche, les sourcils toujours circonflexes, on aime. toujours, on aime. toujours. Il est beau, Franck, il est beau. Des belles choses aussi du côté de Franck, des news, hein, comme d'habitude. Et on va parler de Porsche et de Citroën. Puisqu'on rappelle que la semaine dernière, tu nous as bien mis le somme. Pas C'est se vrai que mentir. j'ai fait du ski en direct, c'était génial, j'ai adoré. À Val d'Isère. Avant le 10 heures. Et c'était bien? C'était incroyable. Bon, Et d'ailleurs, il y a ce qui s'est passé après quand vous m'avez vu, qu'on Oui. va montrer en image. Fait des donuts ça fait en des- cross turismo, c'est ça? Un accident? Ah non, non, Ah, jamais. ok. Non, des donuts dans la glace et dans la Ouais. neige. C'était bien. Tu les as D'accord. publiés d'ailleurs, je crois. Exactement. Eh ben, on va Ah, découvrir sympa. ça tout à l'heure. Très bien. Eh ben, je vous propose de commencer directement avec les petites news du jour. Alors, en première news, il s'agit du 3 mâts de légende qui est à la cité Océane. Si je vous dis 3 mâts, de légende, 3 mâts. 3 mâts. mâts, c'est dur à dire. un. Ici, 3 il mâts de y légende. a- Ouais, je pense Oui, que- alors on est un peu dans le Tu mood. parles de celui de Bezos? Oula. Jeff Bezos a acheté un voilier gigantesque, un yacht justement à 3 mâts. Il démonte. Ouais. Incroyable. Alors, c'est pas celui de Jeff. On s'est eu au hôtel, c'est pas lui. Par contre, c'est français, monsieur. Oh! Ah, c'est français. C'est un 3 mâts à phare carré doté d'une coque en acier, l'un des derniers grands voiliers de commerce datant du 19e siècle. C'est aussi le second plus grand voilier restant de France. Il s'agit du Belém. Et oui, Le Belém! le Belém, il est en escale technique hivernale au Havre, près de l'école de la marine marchande. Il ouvrira pour des visites dès le 19 mars jusqu'à son départ la première semaine d'avril. Et en général, il navigue 7 mois, puis il hiverne et a droit à une petite refonte graphique, une petite cure de jouvence annuelle. Alors, comme le mobilier date de 1920, vous vous doutez bien que tout est classé et que les rénovations suivent des consignes très particulières. Le matériel, c'est toujours le même. Du chêne, les vis sont en inox. Pourquoi il rigole, celui-là? Je me dis, il faut pas pisser à côté, quoi, du coup. Ah non. C'est Ah, classé. s'il vous plaît, non, c'est classé, là. 4 couches de vernis, à moins d'avoir un pipi très corrosif, n'attaquera pas le mobilier. Mais pas faire. Alors, petite anecdote, je vous ai ramené un peu du Belém sur ce plateau. Ah ouais? Oui. Puisque, comme vous pouvez le voir, ma protection d'iPad est faite à partir d'une des grandes voiles qui a pu C'est classé. habiller. Alors, il est un peu classé à sa manière. C'est une marque qui fait ça, c'est pas un placement produit, mais je trouvais ça cool de vous le montrer. C'est 727 Sailbags qui, du coup, fabriquent des sacs, mais aussi de la décoration à partir de voiles de bateau. Ok. Alors, bien. Et là, Let's go. c'est l'une des grandes voiles qui a habillé le grand mât du Belém. Donc, il y a. Qu'est-ce qu'il fait toute l'année, du coup, le Belém, il se promène? Il navigue, navigue. il va de port en port. Il fait des représentations, il va... Tu peux aller dessus, c'est vraiment c'est historique. Et surtout, là, dedans, j'ai un petit certificat d'origine.
Vous voyez, qui dit quelle voile a été utilisée, la dernière fois qu'il a navigué, Sympa ça. quelle pièce, etc. Et quand est-ce que ça a été confectionné. Je trouve ça pas Tu mal. sais, Marie, je crois que je l'ai vu, le bateau. C'est vrai Ouais, je sais pas s'il était déjà à quai durant le départ de la Transat Jacques Vabre. C'est vrai. Ouais, et comme j'y suis allé, j'ai pris des photos du bateau en extérieur. Et vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est en le revoyant là sur les images que je me suis rendu compte que je l'ai vu en vrai. Alors, je suis pas monté dedans. Mais C'est beau, il était déjà en exposition, et oui, ce drapeau français, ouais, c'est ça, drapeau français, drapeau suédois, c'est ça au-dessus. Il est incroyable. Mais... Ça vaut combien la pochette comme ça? La pochette, là, c'était un truc un peu particulier autour du Belém, toute une collection, c'était un peu cher, 80 €. Vous avez de la peau, du cuir, de la toile, c'est vraiment de belles factures, quoi. Mais comme je l'ai acheté au salon nautique, j'ai eu une réduction de 20%, je crois. Un truc. Marie, les bons plans. Voilà, le 3 mâts de légende. Voile de Belém, quoi. Une petite voile de Belém, on se fait plaisir. Qu'est-ce que vous vous offrirez là tout de suite pour 5 000 €? Pour 5 000 €? Ah oui, moi, c'est facile. Faut que ça soit utile ou pas? Ça peut ne pas être utile. Ça peut ne pas être utile. Moi, 5 000 €, c'est soit un vélo cargo, soit un gravel en carbone. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre? Tu n'as... Ouais. Bah, vélo cargo, c'est plus utile. Ok, vélo cargo. Une Peugeot 604. Pour 5 000 Ouais. Peugeot 604. Et toi, Alison? Une moto, j'imagine. J'en ai déjà pas mal dans le garage, des motos, mais je me ferais bien un... Alors, ça vaut peut-être pas 5 000 €, mais je pourrais me faire plaisir. Un bel aménagement d'un trafic pour être confortable sur piste. On va pouvoir ranger la télé, descendre la télé. Tout ça, tout. Van life, tu vois, pour aller sur les circuits, pour arrêter de mettre mon espèce de matelas gonflable direct C'est dans vrai le que tu camion. nous en avais parlé, Ouais. première émission, je crois. Ouais. Vraiment, ça serait un kiff parce que sur circuit, je vais parler de circuit d'ailleurs après, mais on est beaucoup à dormir soit dans des tentes de seconde, quoi, soit on dort directement dans nos camions et alors on va mettre tout simplement matelas gonflable dans le camion avec un chauffage un peu comme ça. Quand tu restes une nuit ou deux, ça va, mais quand tu as un week-end compétition, franchement, parfois j'aimerais avoir un bon setup, confort, quoi. un truc, tu vois, où tu es bien dans ton camion. Voilà. Eh bien, sachez que Christian Horner, de chez Red Bull, s'est offert pour 5 000 € une visite de l'usine Mercedes. Oh bon? Si c'est pas C'est ironique, possible de ça. faire ça. C'est totalement possible. C'est ce qu'il a dépensé lors d'une soirée caritative ce dimanche à Londres à l'occasion des traditionnels Autosport Awards et de s'en amuser. Voilà. Donc il est allé avec 20 personnes de son staff quand même. Il n'est pas allé tout seul. Par exemple, son chef du bureau technique, son directeur technique, son directeur de production. Il a ramené vraiment toute la team pour visiter ça. Donc, espionnage industriel ou pas? 3400 livres, déjeuner avec Rose Brown à Londres. Ça, il n'a pas posé de petite option là-dessus. Non, mais par contre, quand il a entendu visite de l'usine Mercedes AMG Petronas, là, clairement, il a levé la main. Mercedes AMG Petronas qui visite l'usine F1. Et pourquoi? C'était pour une soirée caritative qui a eu lieu lors des Autosports Awards. Ok. Et du coup, il l'avait déjà fait en 2008. Il avait fait le tour de l'usine McLaren de Woking qui venait de remporter le championnat du monde pilote avec Lewis Hamilton. Top. Avant qu'il débarque chez Mercedes. Donc voilà, c'est une petite blague en vrai. Il y a eu la même pour la visite de l'usine Red Bull et Toto Wolff n'a pas levé la main, mais il s'est montré intéressé. C'est un petit truc, une petite guéguerre qui est entre les deux. C'est plutôt marrant. Si je vous demande, à votre avis, quelle catégorie de voiture brûle le plus vite? Quelle catégorie de voiture brûle le plus vite? Thermique, électrique, hybride. Alors tu mets le feu et le nombre de minutes avant qu'elle soit complètement consumée, c'est ça? Celle qui, en tout cas, brûle le plus vite. Celle dont le feu est le plus difficile à contenir à résorber. C'est pas le GPL? GPL, tu dirais? Ouais, le gaz. Et derrière, ça doit être l'électrique. Parce que l'électrique, ça brûle vachement bien. Électrique? Moi, je pense. Ouais. Je pense que c'est un piège, mais je vais dire électrique aussi. Moi, j'aurais dit thermique. Non, l'électrique, ça brûle plus. Parce quand les batteries, c'est plus dur à brûler, mais par contre, quand c'est lancé, c'est lancé. Eh ben, c'est aux États-Unis un assureur qui a tenté d'évaluer quelle était la catégorie de véhicule du coup la plus à risque en matière d'incendie. Et vous avez raison, il y avait un petit piège dans la question. Cette étude pourrait remettre en cause tous les préjugés qu'on a sur l'automobile,
quand je dis thermique, moi je me dis l'essence, forcément ça prend vite plus. Et plus rapidement et plus longtemps, eh bien c'est la voiture électrique. Ils ont du coup collecté des milliers de données de 3 sources différentes afin de dresser le bilan des véhicules les plus à risque. Du coup, ils ont pris en compte le fichier central américain des rappels automobiles qui ont été consultés, le Conseil national de la sécurité des transports. Bref, ils ont vraiment fait une grosse étude très très poussée. Et on sait déjà que les voitures électriques présentent les incendies les plus compliqués à stopper. Oui, tout à fait. C'est fou ça. Tout à fait. Ouais, les pompiers, ils ont des formations spéciales pour ça, Ouais. avec du matériel spécial, parce que tu peux pas balancer de la flotte sur une voiture électrique. Exactement. On leur apprend à couper les câbles avec un truc spécial. Enfin, c'est c'est incroyable. Ils arrivent plus juste avec une lance à eau et basta. Je sais pas si vous avez regardé une des 3 saisons de The Grand Tour. Il y a Richard Hammond qui fait un tour de piste sur une supercar électrique de plus de 1000 chevaux. La Rimac. Ouais, exactement, la Rimac. Et il se plante avec en plein tournage, et il s'est vraiment planté avec en plein tournage, il s'est vraiment fait très mal. Et le véritable problème, c'est que en sortant de piste, la voiture a pris feu. Du coup, il s'est extirpé de la voiture de justesse, et une fois être sorti de la voiture, la voiture, elle a vraiment... Mais c'est genre... Elles l'ont laissé brûler jusqu'au bout. Ouais, elles l'ont laissé brûler jusqu'à ce qu'elle soit terminée, mais elle a brûlé. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a plus personne dans la voiture, ils essaient même pas de l'éteindre. Oui, c'est exactement ça. Il la laisse brûler, terminée. Une fois que c'est parti, ça brûle vraiment, vraiment beaucoup. Du coup, dans ces données officielles, il y avait aussi les feux spontanés. Alors, les feux causés par les accidents, comme tu mentionnais, mais aussi les feux spontanés. Okay. Ouais, comme tous les éléments qui ont des batteries, des fois, ça peut arriver que ça parte. Je sais pas pourquoi. Ça. Ouais, tu montrais ton téléphone, on se souvient de cette histoire, des batteries à l'époque. Batterie de téléphone qui prenait feu, ouais. De ouf. Et du coup, la catégorie de véhicules la plus sensible, c'est les hybrides, avec un taux, attention, c'est des taux d'incendie, pas des valeurs absolues, un taux de 3457 incendies pour 100 000 véhicules devant les thermiques, 1529, et les électriques, 25. Ouais, donc en fait, il y a peu d'accidents en électrique. Mais... Parce qu'il y a moins d'électriques que de thermiques aussi en circulation. Ils l'ont pris en compte. C'est ça. Les voitures thermiques ont plus tendance à prendre feu. Par contre, ça prend moins vite feu quand ça prend. Et quand tu es en hybride, étant donné que tu as des batteries quand même à l'intérieur, c'est le pire des deux mondes que globalement. La batterie, c'est le feu à l'essence. Voilà, notamment, ça a tendance à prendre feu. Et quand ça prend feu, ça prend feu à la batterie. Là, c'est mort. Exactement. 430 000 exemplaires de la Hyundai Elantra qui ont été rappelés aux États-Unis à cause justement des risques d'incendie sur le bloc essence Theta. La Kia Candezza et Sportage, 308 000. La Honda Odyssey, 250 000. Et la plus rappelée en électrique, c'est la Hyundai Kona EV. La Kona électrique, d'accord. Ouais. Donc j'ai beaucoup utilisé cette voiture. Et problème, la batterie, comme tu disais. Bon voilà, moi franchement, je pensais pas. Comme tu disais, problème électrique, faisceau, câblage, composants électroniques, ABS, il y a tout qui prend feu. Alors la thermique. Oui, alors il faut pas non plus généraliser, mais oui, en cas d'incendie, c'est plus grave sur une voiture électrique que sur une voiture thermique. Bon, après, en cas d'incendie, c'est grave de manière générale, mais tu notes quand même qu'il y a moins de risques d'incendie sur les voitures électriques que sur les voitures thermiques. Mais bon, quand ça prend feu, c'est le drame. Dans le chat, on nous dit ça devient des feux chimiques. Un peu ça, ouais. Et voilà pourquoi c'est interdit de téléphoner pendant les pleins de carburant en station. Tout à fait, et c'est vrai, exactement. Exactement. Il y a Mythbuster qui a essayé, ils ont fait plein de tests dans une station-service pour voir est-ce que vraiment ça prend feu. Enfin, pas une station, mais ils avaient reproduit une station-service. J'allais dire. Ils n'ont pas réussi à prouver que vraiment il y ait une corrélation. Après, l'idée, c'est qu'en fait, ce qui est le plus inflammable, c'est pas l'essence, c'est les vapeurs d'essence. C'est ça. Qu'avec les interférences électriques que peuvent faire des téléphones, ça pourrait s'enflammer. C'est une légende urbaine, je pense. Je sais pas s'il y a vraiment des preuves. Vraiment pas avoir de chance. En tout cas, c'est moins safe. Mais par contre, c'est vraiment interdit dans les stations. C'est moins safe d'allumer une clope sur une station-service, tu vois, quand même, pourtant, que de téléphoner. À une époque, ça se faisait. Ouais. Bah oui. C'est ouf. Et les gens nous rappellent, Baltarog, dans le chat, 75% des incendies sont d'origine électrique. C'est vrai. Merci le chat, vous êtes les meilleurs. Ouais, c'est vrai que surtension sur des câbles. C'est ça. Mauvaise installation électrique, mauvaise norme électrique dans les bâtiments. Effectivement. Si maintenant, je regarde mon runner, je vois un vélo à 8500 $. Alors, c'est toi, c'est elle, ça. Hein. C'est pas toi, ça. Voilà, Ken me dit... 8500 $, en vrai... c'est 2000 de moins que celui que tu vas l'acheter, là. Non, c'est 4000 de moins que celui d'Alaphilippe. Ah. Donc, c'est 4000 de moins que celui du champion du monde, donc ça va.
Entre guillemets, c'est pas ta femme entre que tu guillemets, peux l'acheter. si c'est un vélo compétitif, 8 000 €, c'est cher, mais c'est OK. C'est un vélo plus que compétitif parce que, pour te donner un ordre d'idée... c'est un Colnago, d'accord. Il a un peu du V3 RS de Tadej Pogacar. Ok, d'accord. C'est un mix de plusieurs vélos, c'est ça? Il y a toutes les couleurs de maillot possibles. Il y a le maillot à poids en bas. Alors, à ton avis, pourquoi il coûte si cher? Pourquoi il coûte si cher? Bon, déjà, c'est un vélo en carbone, hein, visiblement. Ensuite, le groupe, c'est quoi? C'est un SRAM Red électrique. Donc, visiblement, déjà, c'est un groupe qui coûte très, très cher. Il coûte cher parce que les composants coûtent cher. Les roues sont en carbone. Je vois en plus qu'il a la potence qui intègre la totalité des câbles. C'est un vélo compétitif. Oui, un vélo comme ça coûte entre 6 et 8 000 €. Oui. Tu ne pourras pourtant pas monter dessus. C'est un NFT. Oui, d'accord, ok. Oui. C'est parce que c'est un exemplaire unique de démonstration. Exactement, c'est le phénomène du moment pour les collectionneurs, vous l'avez compris. La technologie des NFT, du coup, commence à gagner le milieu du vélo. Ça, par contre, c'est chaud. Ouais. Sous l'impulsion notamment de Wout van Aert et d'artistes ayant flairé le filon, l'argent. La légendaire entreprise de cycle italienne Colnago, du coup, en a profité et toujours à la pointe de la modernité, très poussée sur l'esthétique, ils ont vendu ce C64 NFT qui est donc une œuvre d'art numérique pour 8 592 $. Donc l'œuvre, c'est celle qu'on voit là? C'est celle que je vous ai montrée là. Vous a montré avant. Ok, donc c'est une photo. Ou c'est un objet en 3D, tu sais, ou pas? Ah non, c'est une œuvre d'art numérique, c'est ça. Est-ce que tu peux le faire tourner en temps réel? Oui, peut-être. Est-ce que tu peux t'en servir dans le métaverse pour pédaler? Je pense pas. Je pense que c'est une toile que tu mettras dans ta maison. À 8 000 et quelques euros. Je préfère avoir le vrai vélo pour ce prix-là. Effectivement. Et le vrai coûte plus cher, à mon avis. Oui, le vrai coûtera sensiblement plus cher, mais la transaction du coup a été enregistrée dans la blockchain. Du coup, le propriétaire est propriétaire unique de ce vélo. Il y a eu le même phénomène avec des autographes, toujours de Wout van Aert, qui en a profité et qui a récolté 47 000 € suite à ces transactions. Qu'est-ce qu'il fait, Wout? Ouais, il a du coup tweeté « c'est vraiment cool que je puisse utiliser cette technologie émergente pour partager les meilleurs moments de ma carrière. » Gagner plein d'argent. Voilà, pour gagner plein d'argent. Surtout, du coup, vous avez pu voir tout à l'heure, il y avait l'arrivée de Van Aert victorieux qui a été vendu en NFT. Et là, ce que vous venez de voir, c'est ni plus ni moins que la nouvelle écurie virtuelle, toute NFT, composé de 10 000 avatars de coureurs dessinés par Rich Mitch, qui est déjà à l'origine de plusieurs couvertures de magazines spécialisés dans le cyclisme, et qui, du coup, vous propose d'acquérir des œuvres d'art numérique dans son NFT Bike Club. Ça a l'air absolument dégueulasse, mais ça marche, visiblement. Donc, vous vous intéressez à ça. Non, mais ça arrive de partout. Dans les campagnes, dans les rues, ils sont là. Ils nous guettent. J'ai des news insolites. Si je vous dis qu'il y avait un homme nu dans un coffre. On avait parlé d'un homme dans un coffre. On parle de POG là ou rien à voir? Alors non, là, sans transition. Un homme nu dans un coffre, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est sur TikTok. Vérifie la vidéo avant. Je suis sur TikTok. Mais c'est une dame qui, du coup, a découvert ça. C'est pas POG alors. Et s'est dit, je vais en faire un TikTok. Que Pog, il a enfermé un mec dans son coffre. Est-ce qu'on peut mettre le TikTok ou pas? Il y a des voitures qui ont des coffres. Oh là là. Donc, elle ouvre sa voiture. Mais how did you get in there? I'm the son of the Pope. What the? Voilà, tu peux couper. Je pense qu'on voit le service 3 pièces. C'était marqué depuis samedi, il était dans le coffre. Ouais. En fait, elle ouvrait sa voiture et elle se rendait compte que c'était plein de boue, que c'était genre dégueulasse et tout. Et là, elle voit une main, une silhouette, et elle voit qu'il y a quelqu'un nu dans son coffre, qui fait autre chose. Il fait sa life. Et du coup, après une soirée bien arrosée, elle se dit, c'est quand même pas moi qui ai bu au point d'oublier que j'avais sali mes sièges comme ça, quoi. Donc il y a un autre TikTok où on découvre vraiment les sièges dans un état déplorable. Et du coup, pendant 3 jours quand même, elle sent une odeur bizarre. Elle nettoie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ouvert son coffre pendant 3 jours. Et puis elle n'a pas entendu de bruit aussi. C'est étrange, mais bon. Le mec dort depuis 3 jours. Elle nettoie les sièges pendant tout le week-end. Et le lundi, elle utilise sa voiture pour aller faire le plein, les courses, etc.
Et du coup, elle n'a pas utilisé son coffre. C'est en revenant avec les courses que là, du coup, elle a dû ouvrir le truc. Et elle remarque que l'odeur s'est de plus en plus installée, etc. Et c'est seulement le mardi qu'elle a compris que sa voiture était possédée. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar de A à Z. Et il lui raconte que c'est le fils du pape. Bon, après, c'est un délire. Donc j'avais bien entendu, j'ai cru que j'avais mal compris. Ah oui, il dit c'est le... Je pense qu'il n'a pas bu que de l'alcool. Il a dit que c'était un rite de passage, j'ai entendu. Ouais, mais en tout cas, voilà. Pour rester dans cet état-là pendant 3 jours. Et comment il a fait surtout pour rentrer dans le coffre Jean-Marie Je pense qu'il est rentré dans la voiture et il est passé par le... Tu sais, t'avais ça dans les berlines à l'ancienne. Tu pouvais ouvrir l'appui... La coudoir. La coudoir. Ouais. Non, pas, c'était la coudoir, au milieu, tu sais. Ouais, et après, t'avais une autre trappe, mais il est passé par là, visiblement. Très fit, hein. Cercle du Soleil. Très, très bon. Et vraiment, pourquoi faire Mon algorithme TikTok veut ma mort. Hein. Vraiment, quand je découvre ça, je suis au fond du trou. Autre vidéo un peu insolite sur laquelle je suis tombée. Je vous laisse la découvrir et je vous donnerai un peu le contexte. Que des... Donc on est sur un parking, d'accord. Oh là 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 là. Et là, il a oublié son frein à main. Oh la base. Ça m'est déjà tellement arrivé ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrête sa voiture à la main. À main nue. Ouais, attends, mais je fais ça tous les jours dans mon garage. Moi. Alors honnêtement, je sais pas si c'est l'effet fisheye ou s'il y a vraiment une pente. Et là, il est bien emmerdé. Mais là, il est. Bah là, faut aller très vite, faut ouvrir la porte. Moi, il y a quelqu'un qui vient l'aider. Il y a quelqu'un qui vient l'aider. Vous savez qu'il y a un acteur qui est mort comme ça. Ah ouais. J'ai plus son nom, l'acteur qui jouait dans Star Trek, dans les films Star Trek les derniers là. Il y avait eu un bug en fait, c'était une boîte automatique qui avait sorti Chrysler où c'était le parking électrique. C'est-à-dire que tu n'avais pas un truc où tu mets en parking, tu appuies sur un bouton et une fois sur deux, ça marchait pas. Et donc le mec il s'est garé, il a ouvert la porte, il est allé chercher son courrier, la bagnole il l'a pas entendu arriver, écrasé contre son poteau et il est mort. Triste, hein. C'est voilà, bienvenue sur Let's Go. Alors heureusement là, il a réussi. Hein. Effectivement, on nous dit dans le chat que grâce au trottoir, notamment, le véhicule a ralenti. N'empêche, ne faites pas ça. Hein. Vous avez oublié le frein à main, tant pis. Voilà quoi, c'est pas grave, mais ne prenez pas autant de risques. En tout cas, GG à lui. Et c'était vraiment en descente. Hein. Je regarde, c'est pas un effet d'optique. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie d'oublier le frein à main sur un parking et de retrouver ma voiture plus loin dans le parking ou dans un mur. Ça m'est arrivé un matin aussi. Grosse nuit, je me gare, je reviens, je fais mais elle est où ma voiture? Elle était garée sur l'autre place d'en face. Voilà, exactement. Sympathique. Let's go les gars. Il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat, le père de mon copain ne met jamais le frein à main, ça me crispe à un point. Est-ce qu'il faut le mettre systématiquement? Ah oui. Ah mais les gens de la montagne, ils mettent des vitesses à la place du frein à main. Pourquoi Pourquoi Bonne question, pourquoi On me l'avait dit. Mais... parce que quand ça gèle, c'est impossible. Exactement, le frein à main, des fois, tu peux plus l'enlever quand ça gèle. Si jamais il y a du gel qui se met dans la gaine. Dit en Russie, ils faisaient ça, non? Non, ils faisaient tourner les moteurs. Ouais, on a parlé de ça, plus que du frein à main. Mais donc, c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude, très souvent, je laisse une vitesse. Et le problème, c'est que quand les gens qui ne savent pas prennent ma bagnole et qui démarrent, la voiture, elle est déjà en vitesse. Ils rentrent dans l'autre voiture, après, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai une Tesla, comme ça, il n'y a plus de problème avec ça. Effectivement. Il faut toujours laisser une vitesse, on nous dit dans le chat. Hein. Ça dépend. Ah, il y a deux écoles. Si t'es en pente, vaut mieux parce qu'imagine le frein à main, il est pas assez bien serré. Des fois, sur les voitures un peu vieilles, ils freinent pas bien, tu vois. Et bon, au moins ta vitesse, elle bloque la voiture. Voilà. Vous avez besoin de conseils, venez nous voir. Évidemment, conseil frein à main. Effectivement, tout est fini de mon côté news. Je laisse la main à Alison qui du coup nous a préparé un petit dossier pour comment commencer la piste. Moi, j'ai juste une petite news à dire avant. Ah, vas-y. Voilà, news MotoGP. Retour de Marc Marquez, quand même. C'est vrai. Voilà, sur le circuit de Sepang. Et donc, je ne sais pas s'il y a des fans de MotoGP dans le chat, mais en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas MM93, moi, personnellement, je suis très contente, comme beaucoup de monde, qui reviennent, parce que c'est quand même quelqu'un qui offre du spectacle de manière générale dans le GP. Et même s'il a passé un week-end un peu, des tests là un peu compliqués, il y a eu de la pluie, ça l'a un peu arrangé pour arrêter parce qu'il était aussi fatigué. Il ne faut pas oublier qu'il a eu de nombreuses chutes à répétition et accidents. Il est un peu fatigué, mais en tout cas, il est là, il est bien présent. Et moi, j'ai hâte que la saison reprenne. Et j'espère qu'il va y avoir du spectacle. Bah là, incessamment sous peu. Je vais te dire la date exacte. Semaine, jour, bientôt. Est-ce que tu veux l'heure
exactement, le 6 mars. Voilà. Ah oui, donc c'est demain, quoi. C'est littéralement demain. Tout à fait. Et On donc là, nous ils sont au dit, test à Sepang. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, bon retour. On nous dit dans le chat, fan de GP, mais pas de marque. Donc... Alors après, il y a les petites guéguerres, il y avait les pros Rossi. Bon, c'est sûr que de toute façon, Rossi a pris sa retraite, nous ne l'aurons pas sur cette saison. Mais en tout cas, il y avait vraiment la guerre un peu VR46 et même 93. Mais en tout cas, personnellement, moi, je suis très contente du retour de Marc Marquez, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il y aura du show, je pense. Et puis surtout, on attend notre Fabio Quartararo et voir ce qu'il va donner cette année. Et Zarco aussi, il ne faut pas oublier. Zarco, là, il est remotivé à fond. Voilà, avec Pramac et puis il a quand même fini 5, donc il y a moyen que là la moto il la sent bien, il est bien avec et franchement j'ai hâte de voir ce que lui aussi va faire. Et on verra, comme tu disais, Fabio Quartararo qui avait challengé dans une interview Yamaha en disant qu'il attendait beaucoup d'eux pour l'accompagner dans son succès, donc petit coup de pression. On suivra cette nouvelle saison qui s'ouvre incessamment sous peu. Du coup, tu voulais nous parler avec un petit dossier de comment on commence la piste, comment ça se passe, etc. Effectivement. Suite à justement mes partages sur mes réseaux de la saison MotoGP qui va reprendre, les affiches, tout le monde commence à se réactiver un petit peu sur ce sujet-là. Voilà, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes, j'en ai régulièrement d'ailleurs, qui me demandent comment on se met à la piste. Pourquoi ? Parce que justement avec Fabio Quartararo qui est arrivé dans le milieu du MotoGP, ça a démocratisé le MotoGP. C'était quelque chose, il y a encore quelques années en arrière, c'était une petite sélection de personnes qui aimaient ce sport-là. On était très automobile, mais on n'était pas forcément MotoGP. Et c'est vrai que là, on commence à voir du MotoGP partout. On a vu les couvertures de l'équipe quand Fabio Quartararo a gagné. Ouais. Il a fait l'ouverture de Nice avec le maire là, sur la place, etc. pour la nouvelle année. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de monde dans mon entourage qui était entre guillemets simple motard de route, qui voulait vraiment se mettre à la piste. Donc pourquoi pas faire justement ce sujet, parce que est-ce que vous imaginez que demain, si vous avez envie de commencer la piste, où est-ce qu'on va ? Déjà, c'était toi sur la photo, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Très stylé, si on peut la remettre. Beaucoup trop de place. Pour avoir un flow comme ça. Là, on dit que je flex, mais le flex ultime, quoi. Voilà. La photo, elle est incroyable. Oui, la photo est très jolie. Effectivement, ça c'était sur le circuit de Manicourt. Manicourt F1, pas Manicourt Club. Le casque qui va avec la moto. Après, on a un style. Il y a tout qui fit. Voilà, c'était un peu fait exprès. Ça fait plaisir. Le kit déco qui va bien avec effectivement le petit casque et la petite combi. Donc voilà, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, comment on... Voilà, si demain, vous êtes motard et que vous avez envie de vous mettre à la piste, sachez qu'il y a plusieurs choses à savoir. Dans un premier temps, vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce qu'il faut en termes d'équipement. Voilà, alors on peut remettre la photo en même temps, je pense, parce qu'elle illustre bien. Voilà, donc il faut un casque intégral, donc ça c'est important, hein, venez pas sur piste avec un casque modulable. On peut utiliser celui de la vie de tous les jours ou pas ? Si on a un casque intégral dans la vie de tous les jours, ou il en faut un spécial pour la piste ? Non. Encore une fois, là, j'imagine que c'est une personne débutante, en tout cas qui n'a jamais fait de circuit, qui a envie de savoir comment on s'y met. Donc le but étant pas de claquer tout de suite un 2000 balles dans son équipement. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de choses accessibles que vous pouvez déjà avoir en tant que motard chez vous dans la vie de tous les jours. Un casque intégral. Moi effectivement celui-ci c'est un Shark et c'est un Racing Carbon, ce qui fait qu'il est très léger. Donc moi il est adapté à mes besoins sur circuit. Par contre voilà, à partir du moment où c'est un casque intégral, déjà, dans un premier temps, vous avez le casque qui vous permettra de vous rendre sur piste. Avec la boucle double D, c'est important parce que maintenant, ça apporte plus de sécurité. Ouais, donc la boucle double D, c'est pas juste la petite lanière qui va s'enclencher. Non, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire que les clac-clac-clac, ça marche plus, ça ? Non. Alors, il y a des circuits qui l'acceptent encore, mais... Voilà, il y a eu des tests sur la sécurité qui ont prouvé qu'en cas de chute, parfois, tu sais, quand tu claques ton menton dessus, ça s'enfonce. Déjà, ça peut s'enfoncer, ça peut te faire très mal, ça peut te pincer, et ça a aussi parfois pu s'ouvrir, en fait. Voilà, ne faites pas de circuit moto. Du coup, la double D, ça fonctionne comment ? Alors, comme son nom l'indique, ça fait un espèce de petit dé. Tu as deux dés là en ferraille. En fait, tu passes ta lanière dedans, tu reviens dessus et tu la clipses. Ok, d'accord. Ah, d'accord, comme une ceinture à l'ancienne, quoi. C'est beaucoup plus manuel, moins. C'est ça, mais tu as quand même un petit bouton pour clipser à la fin. D'accord. Pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, donc dans un premier temps, le casque. Moi, je vous conseille vraiment. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quelle marque tu me conseilles. Moi, personnellement, je roule en Shark, puisque c'est une marque qui me convient au niveau de la forme de ma tête et que je me sens bien dedans, que je la trouve légère. Essayez toujours votre casque en amont. Voilà, il faut que vous ayez un champ de vision qui vous convient. Il faut voir loin devant, il faut voir sur les côtés, il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit pour vous. Enfin, voilà, testez votre équipement. J'ai toujours l'impression d'être trop serré. C'est genre, plus comme ça, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'être coincé entre deux portes de bus. Est-ce qu'il faut qu'il y ait quand même
1 centimètre de chaque côté. Faut pas qu'il y ait du jeu, j'imagine. Faut pas qu'il y ait de jeu. Et si tu te sens... Alors, est-ce que tu te sens serré parce que tu ne le mets pas souvent? Les peu de fois où j'ai fait de la moto, enfin j'étais assise à l'arrière quoi, vraiment les casques qu'on me mettait du médium ou du L, j'avais la sensation vraiment d'être très serré quoi. Alors soit c'est déjà, il faut savoir que les mousses se font énormément, enfin donc t'imagines que mon casque au début quand je le mets, je peux plus bouger dedans, mais avec la transpiration etc, la mousse vite ça s'aplatit, donc vaut mieux que tu te sentes serré dedans que si tu te balades, non c'est important. Si ça se balade pour la sécu c'est pas ouf. Et pourquoi il rigole? Non, mais je me dis c'est bien, faut que la transpi soit là pour devenir confortable, c'est ça? Non, il faut l'utiliser. C'est comme des chaussures de ski. Par exemple, quand tu les mets au début, c'est hyper serré, ou des chaussures de snow. Même au bout de quelques années, c'est. Ah ouais, bon, je sais pas, moi, on est confortable dans des chaussures de snow. Oui, voilà. Voilà. Quoique encore, hein. Ah ouais, non, t'as pas cette démarche que tu as dû avoir. Et je l'assume complètement cette démarche. Et ta combi aussi, on a peut-être des photos. Hein. Mais... Combi, ouais, c'est vrai que ça mérite. C'est sympa la photo avec ta combi vintage. Oui, parce qu'on vous l'a pas dit, mais Alison a pu voir Franck dans ses plus beaux attributs au ski et ça valait le coup. Hein. On vous mettra peut-être la photo en fin d'émission. Il y a 2 semaines c'était Batman, là c'est au ski, c'est un peu Martine à la plage. Moi j'avoue. Voilà. C'était pas mal. Quelle vie. Ok, donc serré, c'est bien. Ouais, serré, c'est bien. Okay. Donc ça, c'est pour le casque. Ensuite, évidemment, il va vous falloir une combinaison intégrale comme celle que j'avais sur la photo. Ou bien, si vous n'avez pas de combinaison intégrale et que par exemple vous avez un blouson en cuir que vous utilisez tous les jours pour faire de la moto et qu'il a un zip en bas, vous pouvez acheter le pantalon qui va avec. Okay. Au début, ça permet de faire entre guillemets quelques économies. C'est-à-dire que si vous vous lancez, vous vous dites peut-être qu'au début ça va pas me plaire, que je vais pas en refaire, ou en tout cas je vais faire qu'une à 2 journées par an et j'ai pas envie d'investir dans une combinaison à plus de 600 € pour la plupart du temps, voire plus de 2000 € pour certaines, vous pouvez tout simplement acheter déjà dans un premier temps le pantalon en cuir, mais attention, ça doit bien être zippé. C'est-à-dire que c'est un pantalon qui doit avoir une fermeture éclair tout en haut qui va pouvoir s'attacher avec votre blouson. Il faut que ça fasse intégral à un moment ou à un autre. Il faut que tout soit fermé en totalité. Il ne faut pas que ça puisse laisser la peau à l'air. Par contre, moi, je mets vraiment un bémol là-dessus. J'ai roulé avec ça au début. Voilà, quand j'ai commencé la piste, effectivement, j'avais mon blouson de tous les jours et j'ai acheté un bas. Un bas. Cependant, je me suis mise à la piste, je m'y suis mis plus sérieusement. De roulage en roulage, est arrivée ma première chute. Et en fait, je suis tombée à plat ventre. Et c'est dommage, je ne l'ai pas ramené là, mais je pense que je pourrais retrouver une photo que je partagerai. Et moi, j'avais pour habitude de mettre une sous-combinaison. Et j'ai eu un gros trou parce qu'en fait, en tombant sur le ventre, il y a quand même un léger bout qui n'est pas zippé. On ne peut pas le zipper complètement, mais vous devez avoir ça qui n'est pas zippé. Et cet endroit-là, en tombant un peu à plat, mais en tournant sur moi-même, ça s'est relevé et ça a frotté complètement mon nombril. Et d'ailleurs, petit conseil pour les gens qui ont des piercings au nombril, enlevez-le. Est-ce qu'il y avait un piercing? Voilà, il y avait mon piercing au nombril. Ça a saigné beaucoup. Non, quel régal. Ça fait un peu pizza, mais voilà. C'est pour ça que si vous y mettez sérieusement, moi je serais d'avis à un moment donné, investissez. Oui, c'est de l'argent, mais aujourd'hui on trouve des combinaisons un peu moins chères. On en trouve aussi d'occasion. Mais une bonne, c'est combien? Une bonne combinaison, un truc durable. Enfin, évidemment, jusqu'à la chute. Alors, il y a 2 salles, 2 ambiances. Vous allez avoir les combinaisons traditionnelles, type Ixon, Denez, etc. Moi, par exemple, c'est une Denez. Sur Daffy, elle est à 1200 € maintenant. Je crois qu'à l'époque, quand je l'ai prise, elle était à 1600 €. Gants, Là, on parle juste de la combinaison que j'avais sur la photo. Voilà. Pas gants, pas de bottes. Non, on est juste sur la combinaison. Donc, ça reste un sacré budget. Après, il y a beaucoup de gens qui se font des combinaisons 100% personnalisées maintenant. Et c'est des marques qui viennent d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu peux te faire une combinaison 100% personnalisée dans les 600, 700, 800 €, quelque chose comme ça. Voilà, moi je suis moins fan parce que pour une fois, j'avais essayé d'en faire une, on m'en avait proposé une pour me sponsoriser sur circuit. J'ai donné toutes mes mesures. Le problème, c'est que tu envoies ça à des pays ailleurs où ils le font et puis ils te prennent les mesures que tu leur mets sur la feuille. Clairement, je l'ai reçu et j'ai jamais été bien dedans. Ouais. Voilà. Et moi, j'avoue, je suis une pro Denez là-dessus, mais ça, c'est propre à chacun. On n'a pas le même corps, faut essayer. Il y a des gens qui se sentent pas bien dans du Denez. Moi, je roule en Denez depuis X temps et tu vois, elle est même pas personnalisée, alors que t'en as plein qui font des personnalisées. Alors moi, c'est celle que tu trouves sur Daffy, là, comme ça. Il y a pas un truc en plus dessus. J'ai pas mis de patch, j'ai rien fait coudre dessus. Et je suis mais comme un chausson dedans. Vraiment, je suis très très bien dedans. Il faut quand même aller tester. Oui, combien? Combien?
Combien C'est cher. Les combis, les Parce que full tu as dit combis. 800. Mais non, ça c'était les personnalisés. ok. Celle que j'avais sur la photo, là, typiquement, elle est à peu près à 1500 €. Quelque chose comme ça. Mais il y a des gens dans le chat qui nous disent Black Friday. Des fois, il y a des grosses remises. Ouais, on peut acheter c'est ça, en remise, hein, souvent les combinaisons ou le matériel officiel. Est-ce que c'est comme le casque? Par exemple, si tu trouves sur le Bon Coin une combinaison, tu déconseillerais d'en acheter une d'occasion dans laquelle quelqu'un a bien transpiré? Non. Alors pour le coup, après ça c'est vous et votre dégoût. Faut savoir qu'à partir du moment où les personnes l'ont mise, ça a transpiré dedans. Mais franchement, non. À partir du moment où il n'y a pas de trou, vous pouvez en acheter une. Après, c'est comme acheter des chaussures d'occasion. Mais voilà, c'est vous. Est-ce que vous avez envie de mettre sur vous? Il existe par contre. Tu peux changer les doublures. Tu vois, moi, par exemple, dans ma combinaison, à l'intérieur, j'ai une doublure qui permet de s'enlever et je la lave régulièrement. Moi, par contre, tu t'achètes la mienne, je peux t'assurer qu'elle sent rien. Je suis une dingue de ça à chaque fois. Je peux pas acheter ta pizza. Je mets des produits dedans, c'est comme du shampoing sec, mais version pour cuire. Ouais. Et puis, j'enlève ma doublure, je lave tout et je fais pareil. Moi, j'ai une dorsale qui se plie et donc, du coup, j'enlève la mousse, le fil de la dorsale et je le lave régulièrement. Je peux hijacker ton truc 2 secondes. Tu sais que tu peux avoir une combinaison Batman. D'ailleurs, c'est celle que j'ai, le costume de Batman dont on parlait. C'est une combinaison de moto homologuée. Ah ouais. Alors, si en régie, vous pouvez aller sur UD Replicas, donc UD et Replicas tout attaché.com ou .quelque chose. Vous allez voir, on peut acheter, ça coûte dans les $2000, donc c'est pas si cher que ça. Tu parlais de 1500 €, ça fait 1700, 1800 €. Ouais. Et il y a ce que tu disais, il y a les doublures, voilà. Combinaison officielle de Batman. Incroyable. Ils ont la licence Warner Bros. Et tu as le droit de faire de la moto avec ça et tu as la classe de... Incroyable. Wow. Tu as la version Ben Affleck et moi j'ai la version, donc celle d'avant de Christian Bale, de The Dark Knight. Mais je pense pas que tu as le droit de faire de la moto sur circuit avec. Alors, circuit. C'est homologué moto, après je sais pas. Mais je me demande si... non mais voilà, si vous êtes Wonder motard Woman, et c'est geek, homologué, quoi. non mais t'as du padding dedans, t'as les renforts d'ailleurs que tu peux enlever. Moi je les avais virés parce que c'était juste pour faire mon film. Donc Elle est en jupe, la dame. non, Wonder Woman peut-être pas. Non, j'ai parlé de Batman, j'ai pas parlé de Wonder Woman. Non, par contre c'est très très beau. Ah oui, mais peut-être pas sur circuit. La qualité est incroyable. Voilà, donc si vous voulez vous acheter un truc de super-héros et faire de la moto. Écoute, j'aurais peut-être pas confiance à mettre ça sur piste, mais je ramènerai, tu me diras. Non, je le ramènerai en plateau. C'est quoi? Je ramènerai ma combi à moi et on fera un comparo. Les gens me disent Deadpool. Ah non, mais Deadpool, génial. Très très classe, très classe. Question du chat, combien de fois il faut la laver par an, la combi? Alors, il y en a qui la lavent jamais. Ça me dégoûte. Ouais, il y en a qui la lavent jamais. Ça me dégoûte. T'as des entreprises qui font ça, qui ont des produits spécifiques, etc. Un genre de pressing spécialisé pour les combis. Moi, personnellement, je la lave à chaque fin de roulage. Et quand je dis je la lave, bien évidemment, j'imagine que je la mets pas à la machine, mais moi, à chaque fin de roulage, je la brosse, surtout si je suis tombée, avec une brosse à dents. Genre quand t'as pris bien de la terre et que t'en as plein dans les coutures, etc. Ça prend des heures. Tu vas jusque-là. Bah oui, parce que quand tu tombes et que tu te mets de la terre, tu vois, moi j'ai l'exemple de mes protections que j'ai aux épaules, mais combien de fois, des circuits comme Clastres où c'est pas beaucoup de gravier et que t'as que de la terre, tu te prends, il suffit qu'il ait plu, en plus tu te prends de la terre et ça se coince partout. Et puis moi j'ai déjà eu des bouts d'herbe qui ressortaient, des épaulettes en fer. C'est un skin, le skin végétal. Ouais, je suis pas sûre que c'est un style qui plaise à tout le monde, mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment à chaque fin de roulage, c'est aération, c'est produit comme du shampoing sec, mais pour le cuir à l'intérieur. J'enlève les doublures, je les lave et si je suis tombée ou autre, je mets un petit coup de brosse à dents et j'utilise des produits pour le cuir. C'est de la crème. Alors ça, vous avez des produits type Ippon en fond blanc, mais après pour ceux qui veulent un petit plan budget, il y a aussi vous avez Decathlon, rayon équitation et puis. Ah oui. Oui, pour les selles d'équitation. Moi j'ai fait ça longtemps. Hein. Oh purée. Ah oui. Elles sont toutes en cuir les combis ou est-ce qu'il y a un matériau qui arrive à remplacer le cuir et être assez costaud? Aujourd'hui, non. Pour la piste, c'est que du cuir. Après, tu as différents cuirs. Tu as la vache et le kangourou. Et le kangourou, ça coûte plus cher. Oh, bah oui, mais déjà, la vache, tu sais, pauvre bichette. Mais... Kangourou, quoi. C'est un fléau en Australie. Hein. Ils te mettent des bons coups de pied dans ta gueule. Ok. Et donc, voilà, tu as la vache et tu as le kangourou. Et aujourd'hui, le kangourou, c'est plus cher, mais c'est une matière qui est beaucoup plus souple et qui te permet d'être plus à l'aise dans ta combinaison. Alors moi, je roule avec du cuir de vache, comme c'est une traditionnelle, mais voilà, on peut rouler aussi avec du cuir de kangourou.
Coucou, j'ai envie de pleurer. Pareil, on est ensemble. Écoutez, hein, il faut ce qu'il faut. Du coup, souscrire une journée piste et un pass ou une licence. Voilà, juste j'avais pas fini sur l'équipement. Oh pardon, désolé. Non, parce que je vois quelqu'un qui est sur le... Il y a les bottes racing évidemment et les gants racing, important que ça vous couvre bien au niveau du poignet aussi et qu'il y ait bien les coques sur les articulations. Trop important. Les mains, ça râpe direct. Un mauvais gant, vous pouvez les perdre. Voilà, quand tu tombes, ça râpe direct. C'est ça. Gants racing, bottes racing, la dorsale, important. On la voit sur ta photo. Alors, du coup, il y a deux types de dorsales. C'est pas dorsales. fourni avec la combi ? Alors, il y a deux types de dorsales. Non, c'est pas forcément fourni. Il y a les dorsales intégrées, il y a les dorsales airbag intégrées aussi. Par exemple, les combinaisons d'Enes qui ont la dorsale intégrée, mais quand ça s'active, après, il faut la renvoyer chez Enes, ça prend une plombe. Ou tu as les petites dorsales, parce que moi, j'ai une petite dorsale à l'intérieur, parce que ça, c'est pas la dorsale. Ça, c'est là où, en fait, en vrai, tu peux mettre... ça sert aussi un peu de dorsale, mais tu peux mettre... ta bouteille d'eau. Ouais, de l'eau. Et tu veux faire sortir, tu vois, il y a un petit trou, là-haut, on le voit un petit peu passer. Et là, ça fait comme une grande paille. Hein, tu dois avoir ça au vélo aussi, je pense. Et en fait, du coup, quand tu fais de la course, alors surtout quand tu fais des endurances, et du coup, ça te permet de boire et de jamais t'assécher. Voilà, donc moi je rajoute une dorsale dedans. Effectivement, je l'avais présenté dernièrement, mais il y a aussi tout ce qui est gilet airbag. Ouais. Pour rappel, j'avais présenté celui de Daffy, le Ixon. Et je conseille, alors ça c'est les petits conseils, effectivement, mais c'est pas obligatoire, même si c'est en train peut-être de le devenir, en tout cas pour la compète. Va y avoir tout ce qui est sous-combinaison, effectivement, pour tout ce qui est brûlure, pour te protéger, simplement. Oui, parce que c'est pas inifugé, les combinaisons en cuir comme ça, d'accord, ok. Donc, du coup, il va y avoir combinaison. Et puis, après, si vous commencez à rouler fort, vous allez voir que comme au sport, on arrive vite à avoir des cloques au niveau des mains. On tient le guidon longtemps et au niveau du freinage. Donc, moi, j'ai carrément à l'intérieur des sous-gants qui me protègent qui coûtent vraiment cher. Ça fait un sacré équipement. Ça fait un sacré budget. Oui, mais après, c'est obligatoire pour la sécurité. À un moment donné, c'est pour ça que j'essaie de donner des astuces et des conseils. Si vous n'avez pas un full budget, mais que vous êtes déjà motard, votre casque il peut déjà, dans un premier temps, suffire. Dorsale, j'espère bien que maintenant, en tant que motard, tout le monde se balade avec une dorsale, même sur route. Si vous ne le faites pas, les gars, pensez-y, parce que c'est pas quand on devient paraplégique après que c'est hyper important aujourd'hui. Donc la dorsale, vous êtes censé déjà l'avoir. Le casque aussi, s'il est bien intégral, que vous n'êtes pas déjà tombé avec, qu'il n'est pas trop vieux non plus, parce que si vous avez déjà le cuir, achetez un pantalon pour zipper avec. Les gants, après, vous de voir. Si vous voulez commencer la piste, vous n'avez pas des gants racing à l'heure actuelle, pourquoi pas revendre les autres et vous acheter que ça que vous pouvez porter au quotidien. Les bottes racing, après moi sur route, je roule pas avec ça parce que je trouve ça être trop dur pour des balades comme ça. Mais bon, on peut encore une fois en trouver. Vraiment, il y a tous les prix aujourd'hui pour commencer. Vous n'êtes pas obligé de prendre les dernières super magnifiques ou réplica, quoi. Ouais, je sens que tu as me demandé un truc. Oui, alors c'est une question purement technique, mais je vois que tu as des sous-gants, des gants, tu as un bazar pas possible, sous-combinaison et tout. Tu es en train de boire à ta petite paille et là, tu as envie de pisser. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, généralement... Combien de temps pour enlever le bordel ? Courir. On ne parle pas de compétition ou course, mais une journée sur circuit. Donc, du coup, on va switcher sur le sujet après, qui est les journées roulage. Ça se passe généralement selon les circuits. Si c'est une journée complète, t'as entre 5 et 6 sessions dans une journée, qui font entre 15 et 20 minutes. Je dis entre parce que selon les organisateurs, selon les circuits... Ça peut faire des programmes différents. Il y a des journées sur le circuit Carole à côté où généralement ça va être 6 sessions de 20 minutes. Et puis tu as beaucoup de roulages sur les circuits comme Bugatti ou Dijon où c'est que 5 sessions dans la journée. Où le matin tu peux avoir 25 minutes et l'après-midi 15. Voilà, donc ça dépend. Mais donc généralement tu te retiens de faire pipi quand même. Hein. Et puis quand tu es dans le feu de l'action, très sincèrement, c'est pas quand tu as le genou par terre que tu dis « Ah tiens, j'ai une envie de faire pipi ». Dis donc, je lève la jambe là. Donc voilà. Mais après, par exemple, si vous voulez des petites anecdotes, il y a des pilotes qui font par exemple les 24 heures du Mans Moto. Je ne balancerai pas les noms. Ah ils se pissent dessus. Ils ont des couches. Ouais, oui. Tu vas dans le NASCAR, je pense que là, tu as du jus d'orange. Bon, bref. Mais oui. Je m'en fous. Hein, franchement, typiquement, tu es dans une course comme ça. Oui, mais ça arrive. En tout cas... Mais donc ça c'était pour la partie équipement. Donc déjà, une fois que vous avez tout ça avec vous, vous vous dites ça y est, j'ai l'équipement complet, je peux aller faire de la piste. Comment ça se passe ? Donc il va y avoir deux choses possibles. Déjà, la première, c'est soit d'avoir
une licence à l'année. Vous vous dites, bon, bah, ça y est, j'ai fait quelques fois, j'ai envie d'en faire maintenant plus sérieusement. Donc, vous prenez une licence. Vous avez ce qu'on appelle la NET, qui est l'entraînement, ou la NCO, qui est pour la compétition. Vous débutez, vous ne savez pas encore si vous allez continuer, ou vous vous dites, bah, pour le moment, j'en ai fait une fois, je vais peut-être en faire une autre, et puis après, on verra l'année d'après. Et vous n'avez pas envie d'investir tout de suite dans des licences qui coûtent tout de suite plus de 150 €. Vous avez la solution de prendre ce qu'on appelle un pass-circuit. Donc là, vous avez différents pass-circuits. Vous avez le simple et l'éco qui va à partir de 17 ou 18 €, jusqu'à après avoir plus d'assurance. Voilà, il faut savoir qu'il y a des circuits, typiquement, je pense que tu as déjà roulé à Manicourt, toi, en voiture. Manicourt, parfois, quand tu tapes dans des pneus ou que tu enlèves trop de gravier ou qu'ils sont obligés de trop nettoyer, tu peux avoir des sacrées factures à la fin de ton roulage, de sacs de gravier, de choses comme ça. Quoi. Donc là, typiquement, tu as envie d'avoir quand même une bonne assurance. Voilà. Ouais. Donc vous avez différents pass-circuits comme ça, et ça, on le trouve tout simplement sur la FFM, donc la Fédération Française des Motards. Vous allez, vous tapez même sur Google, pass-circuit, journée de roulage, etc. Puis ça se crée très facilement. Voilà, vous faire un compte, et puis après, tu regardes les différentes possibilités. Vous avez l'équipement, vous avez maintenant votre pass-circuit ou votre licence, vous êtes prêt à aller sur piste. Et là, vous vous dites, ok, mais là, du coup, quelle journée existe-t-il? Comment je fais pour me renseigner? Quel est le circuit à côté de chez moi? Parce que les circuits, ils organisent des journées moto, mais ils organisent aussi des journées voiture. Et puis même, parfois, il y a des circuits qui font d'autres choses. Circuit Carole, parfois, il y a du roller, tu vois, par exemple, d'autres du karting. Donc voilà. Moi, je vous conseille d'aller sur un site internet qui est très bien, qui s'appelle Calendrier Piste. Voilà, et c'est un calendrier partagé, entre guillemets, où tous les organisateurs moto peuvent aller y intégrer leur journée. Donc maintenant, il y en a plein qui le font. Il en manque de temps en temps, voilà. Donc, mais globalement, déjà, si vous avez envie de faire une première dans le coin, vous êtes plus proche de Dijon ou de Lédenon ou de Carole ou autre, il vous suffit simplement d'aller regarder, voilà, au niveau du calendrier. Vous vous dites, ma disponibilité, c'est ce week-end-là. Qu'est-ce que j'ai ce week-end-là comme circuits qui existent, qui sont ouverts, qui proposent des choses. Voilà. Et donc, c'est assez simple, c'est assez intuitif. Donc après, il vous suffit de réserver la journée. Il y a des circuits qui coûtent plus ou moins cher, effectivement, aussi. Il y a des circuits plus petits qui vont vous permettre peut-être d'avoir moins d'appréhension. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui sont de région parisienne, moi, ce matin, je me suis inscrite à celui de Carole, donc 28 et 29 mars. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je suis en train d'essayer de négocier, pour ton information, une petite après-midi sur le circuit Carole pour Max, toi et moi, qu'on ait testé un peu la moto sur le circuit. Depuis Max, le temps. Qui rêverait de mettre le genou par terre. Alors ça, c'est une obsession qu'il a. Il va peut-être le mettre en même temps que tout le reste de son corps. Oui, alors on lui cède pas, mais c'est ça. Juste le fait qu'il puisse porter une couche. Ça me fait très plaisir. Côté plaisant, hein. Ah ouais, ça me ravit. Eh bien écoute, merci pour ce dossier extrêmement complet. Vous l'avez compris, vous avez des solutions qui coûtent moins cher. Mais comme quelqu'un le disait dans le chat, c'est ta vie ou l'équipement. Clara Luard qui nous dit c'est ta vie ou l'équipement. Ah oui, c'est ta vie ou l'équipement. Voilà. J'ai fait mon permis en combinaison complète et bot racing. Et depuis, j'ai fait 2 circuits, Carole et Ferté-Gaucher. La Ferté-Gaucher, ouais. Je roule même avec une dorsale en plus depuis. Tu as tout à fait raison. Voilà. Et juste pour clore le sujet, du coup, la dernière chose, c'est la moto. Il y en a beaucoup qui me demandent si on peut venir rouler avec sa propre moto. Effectivement, c'est possible. Moi, j'ai commencé comme ça. D'ailleurs, je crois que j'ai envoyé des petites images à la régie de ma première photo sur... une de mes premières sur circuit avec ma moto, ma toute première moto à l'époque, j'avais un ER6N et j'ai commencé avec ça, voilà, c'était il y a fort longtemps, tu vois, en octobre 2016. Donc ça, c'était mes débuts sur piste, c'était ma moto et ma moto de route avec laquelle je me suis rendue. Voilà, d'ailleurs, j'avais le pantalon zippé avec le haut. On voit bien. Donc du coup, ça c'était mon équipement du début, rien à voir. Et puis là, ce que vous pouvez voir typiquement sur cette photo, c'est qu'il n'y a pas de rétro. Donc en fait, simplement, si vous venez avec votre moto de tous les jours sur circuit, on va vous faire généralement enlever les rétroviseurs. On va vous faire, alors là c'était pas le cas, mais ça m'est arrivé plein de fois, scotcher tout ce qui est plaque d'immatriculation, scotcher les clignots, scotcher les phares, tout simplement parce que si vous tombez avec et que ça casse, ça permet de pas envoyer du verre ou des débris un peu partout, parce qu'après il faut ramasser. Donc au moins si le tout est scotché, même si ça se casse dans le scotch, et ça permet de ramasser tout ça plus facilement. Voilà. Très bien, merci beaucoup, c'était très complet. Je vous propose de passer dans un tout autre univers, l'hybride, qui résiste très très fort. Ken.
Tout à fait, on a les chiffres de vente et la répartition des chiffres de vente automobiles en 2021 en Europe. Hein. C'est le site de l'ACEA qui a mis ça en ligne. Globalement, c'est comme le sel pour le jeu vidéo, mais pour l'automobile, et qui nous donne la répartition des véhicules en fonction de leur motorisation. Sachez qu'en 2021, 40% des véhicules vendus sont des véhicules à essence, 20% sont des véhicules diesel et accrochez-vous bien, 20% sont des véhicules hybrides électriques, c'est-à-dire qu'il s'est vendu autant de diesel que de véhicules hybrides électriques, ce qui est quand même assez fou. À côté, eh bien, on a 10% à la fois pour les hybrides rechargeables, donc ce qu'on appelle les plug-in hybrides. Donc c'est ces hybrides que tu peux rouler 100% en électrique, mais tu as besoin quand même de recharger une petite batterie. Et 10% sur des véhicules 100% électriques, comme on peut le voir. Les autres motorisations comme le superéthanol ou encore le gaz ou l'hydrogène représente très peu, finalement moins de 3% des ventes. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est le graphique de comparaison des annuels entre l'année 2020 et l'année 2021. Si tu peux descendre encore un peu, tu vas voir le graphique, tu passes en full year justement ici et on va voir la différence qu'il y a. Tu peux passer en annuel, voilà. On regarde ici l'augmentation des ventes automobiles entre 2020 et 2021. Bon, déjà, on se rend compte qu'en 2021, le secteur donc hybride rechargeable, hybride et 100% électrique est en pleine explosion, mais surtout l'hybride, donc HEV, fait 60% de ventes en plus que l'année dernière. Alors c'est pareil pour l'électrique, 100% BEV, mais on en vend quand même moins d'1 million. Là, on est proche des 2 millions de ventes de véhicules hybrides. Pourquoi ? Très simple, le véhicule hybride offre tous les avantages sans les inconvénients. La carte grise est aussi gratuite, il me semble. Tu as le droit de rouler absolument partout. Le critère est super. En plus, c'est très 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 souvent des voitures japonaises et surtout Toyota. Extrêmement fiable, super réputé et pas spécialement si cher que ça comparé à un véhicule diesel. Donc les gens vont vers là. Moi, ce que je suis vraiment surpris, c'est le succès des véhicules hybrides rechargeables. Je ne pensais pas que les véhicules hybrides rechargeables, qui pour moi sont un peu les véhicules qui cumulent le moins bon des deux mondes, c'est-à-dire tu as à la fois besoin de recharger ta voiture et tu as moins de coffre qu'avant parce que tu as à la fois un putain de moteur thermique et à la fois un moteur électrique. Et tu as plus de place pour te garer en ville. Oui, voilà, super. Mais là, t'as la carte grise, mais je sais pas, autant aller soit vers l'hybride, soit vers le full électrique. L'hybride rechargeable, c'est un peu, c'est un peu chelou comme alternative. Moi, je suis pas d'accord. Ouais. L'hybride rechargeable, en fait, tu as tous les avantages de l'hybride normal. C'est-à-dire que si tu la recharges jamais, ça fonctionne comme une hybride normale. Tu peux quand même avoir... Mais t'as moins de coffre. Le coffre, honnêtement, non. Sur les premières générations de voitures comme ça, oui. Aujourd'hui, les batteries, elles sont dans les planchers. Tu n'as aucune différence de coffre entre ça et... je t'assure que la dernière série 3, tu as une différence de coffre de ouf entre l'hybride rechargeable et la thermique classique. Après, l'avantage de la rechargeable, c'est que... c'est sûr que ça ne s'applique pas à tout le monde. Il faut avoir une prise chez soi. Mais le soir, si tu rentres tous les soirs chez toi, tu peux éventuellement rouler que en électrique avec les 40 ou 50 bornes d'autonomie. Et du coup, à ce moment-là, pourquoi ne pas prendre une électrique ? Parce que les gens veulent se dire que s'ils partent le week-end, ils ont leur moteur. Ils peuvent rouler longtemps. Non, moi, je trouve que les hybrides rechargeables, au contraire, c'est hyper logique. Et c'est là où il a raison, c'est que l'argument de l'autonomie est encore un argument phare chez les gens. L'autonomie, la possibilité de rouler loin sans recharger ou de rouler loin sans faire le plein, c'est un truc dans la tête des gens. C'est quelque chose, c'est un acquis, on a besoin d'avoir ça. En vérité, en pratique, tous les chiffres le montrent. Personne n'utilise 400 km de voiture pleine balle sans jamais s'arrêter, tu vois, ou très très peu de personnes, à part les fous mentaux à ma gauche. Mais c'est pas grave, on veut vivre dans la possibilité de le faire. Si un jour je veux faire Paris-Marseille sans m'arrêter, je peux le faire. Voilà, c'est vrai qu'il y a de ça, c'est on con. On est très attaché à ça, sachant que faire Paris-Marseille sans s'arrêter, c'est très peu conseillé par le code de la route. De toute façon, à part d'avoir une autonomie de fou, tu peux pas le faire sans t'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de voitures, si, peut-être des gros diesels. Ah bah oui, non, mais si.
Ah, si, Oui, 800 bornes d'autonomie. Ah bah oui, ouais. je te dis. Mais ça ne sera pas des hybrides rechargeables. Une classe C diesel, je te prie de croire que tu fais Paris-Marseille sans recharger, aucun problème. Hein. Mais oui. Mais ouais. Donc l'autonomie est évidemment toujours un grand argument. L'argument du prix ne l'est même pas parce qu'entre l'hybride rechargeable et le full électrique, sincèrement, sur les gammes sur lesquelles on propose l'hybride rechargeable, on est sur des catégories de prix qui sont quasiment si chères. Donc vraiment, le succès, c'est le véhicule hybride et il est en plein boom, notamment à cause ou grâce aux normes qui sont de plus en plus drastiques en Europe. Mais tu vois, là, on voit un boom dans les pays d'Europe du Nord du véhicule full électrique avec de gros avantages sur le full électrique. Il n'y a rien à faire. Le véhicule hybride fait quand même énormément, je n'ai pas envie de dire de résistance, mais plaît à beaucoup plus de gens, si bien que c'est lui, aujourd'hui, le véritable succès automobile en 2021. C'est le full hybride. D'ailleurs, le Cayenne que tu as testé dernier coup, c'est hybride. On y arrive là-dessus. Ça fait partie de ma petite chronique. Exactement. Franchement, moi j'avoue que je suis encore dans la team. Il y a quelqu'un qui le dit dans le chat. Autonomie de 500 à 1000 km, sinon c'est mort l'électrique pour moi. On est encore dans l'imaginaire collectif très ancré à ce côté je peux le faire. Je peux aller jusqu'au bout, je peux faire Paris-Marseille sans m'arrêter, etc. Alors qu'on va être 500, je pense que 500, c'est le moment où les gens arrêteront de se poser trop la question. Ouais. Enfin, mais 500 réellement utilisables et même sur autoroute. Aujourd'hui, on les a en été, tu vois, les 500, mais en été. Et en roulant en hiver, j'ai fait les tests, même sur les long range, tu les as pas, tu as 400. Mais en été, tu les as. Mais c'est le modèle qui est déjà un peu plus cher aussi, quoi. Oui, bien sûr. Après, on est plus sur les mêmes enveloppes, quoi. Ouais. Effectivement, merci beaucoup, Ken. Ça nous fait une transition parfaite pour rejoindre un skieur émérite à ma droite, avec une combinaison incroyable, qui du coup a pu tester la nouvelle Porsche. Des Porsche, plusieurs Des Porsche. Ça va, on se refuserait. Hein. Comme on l'a dit en intro, j'étais à Val d'Isère avec Porsche France. Vous avez pu le voir la semaine dernière. Si vous êtes... Non, attends, c'est toi qui l'as envoyé? Je te jure que c'est pas... Je l'aurais pas envoyé. Elle était dans le groupe. Elle est dans la conf. Mais ouais, bah oui. Tout de suite, tu m'accuses. Voilà. Moi, j'ai rien balance. Parce que par contre, j'en ai... Alors que moi, j'essaye de la balancer tout à l'heure. Ils font du ski. T'en as d'autres? Bah oui. En vrai, elle est pas mal. Alors, je vous préviens, je rentrais pas dedans l'année dernière, donc j'ai un peu maigri quand même. Parce que ça, je me la traîne depuis que j'ai 16 ans. Alors... C'est-à-dire tu es très beau, rien ne va dans ta phrase. Continue. Moi, je sais. Donc voilà, Porsche qui nous a invités et qui nous a fait prendre conscience de l'évolution du marché également. La Taycan est sortie récemment, donc leur voiture toute électrique qui concurrence les Tesla et le haut de gamme des autres constructeurs qui font de l'électrique. Il y a eu plus de Taycan que de 911 qui se sont vendus en 2021, ce qui est incroyable parce que c'était pas gagné le pari du Taycan de base. Alors voilà, on en voit ici un Cross Turismo. J'arrête pas d'en croiser. Donc la version avec le coffre un peu plus grand. Sachant que donc en 2021, Porsche a quand même eu 12% de baisse par rapport à 2020. Alors, pourtant 2020 c'était déjà pas une année de ouf. Mais si on enlève le Macan, si vous savez ce que c'est le Macan, c'est le petit Cayenne en fait, voilà, c'est la version SUV compacte. Le Macan en fait a subi une chute. Il est sympa le bruit électrique qu'ils ont mis. T'as une vie difficile, Franck. Je sais. Attends, je pris des risques pour vous avoir ces images parce que c'était Julien Gauger qui roulait n'importe comment dans la voiture. Ah oui, alors là, il passait à ça de nous. Donc ouais, le Macan qui a subi une chute vertigineuse de ses ventes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de version hybride. Et donc, forcément, pas de version hybride dit malucé de ouf. Donc, les Cayenne se sont très bien vendus parce que hybride. Tout ce qui est hybride, c'est super bien vendu chez Porsche. Les 911 gardent leur petit bastion d'irréductible. Là, il n'y a pas encore d'hybridation. On leur a posé la question, d'ailleurs, ils ont dit que ce n'est pas vraiment, pour l'instant, prévu de mettre ça sur la 911. Et on vient du coup au sujet d'après. Donc les 12% de baisse, si on enlève le Macan, au contraire, ils sont en progression genre de plutôt 20-30%. Donc le Macan va être bientôt remplacé par une version full électrique qui sera donc la remplaçante. Et à ce moment-là, là, les ventes de Porsche, on n'ose même pas imaginer. Mais donc pour nous amener au second sujet, où j'ai une petite vidéo d'ailleurs qu'on peut lancer en même temps sur un carburant que Porsche a développé. Je crois qu'on en avait parlé rapidement ici une fois. Un carburant donc qui est entièrement synthétique, qui est fait à partir d'une formule chimique incroyable qui
font ça en Amérique du Sud. Et là, ils ont fait les premiers tests, c'était il n'y a même pas une semaine, sur une GT4 RS qui tourne avec ce carburant. Donc c'est pas un carburant qui ne pollue pas, bien au contraire, c'est un carburant qui pollue a priori à peu près comme un carburant classique, sauf que quand ils le fabriquent, ça dépollue. Donc au final, le bilan est, d'après eux, neutre. Parce que justement, la production de ce carburant apparemment capte du CO2, capte plein de trucs de la manière dont c'est fait. Il y a une explication un peu juste après que le monsieur finit de parler, là, où on voit comment tout ça c'est fait. Il y a un petit schéma. Ouais, c'était avant ça, je crois qu'on l'a raté. Ou alors il est passé tellement rapidement, voilà, ce truc-là. Voilà, Les usines en Amérique du Sud n'ont pas contribué à des déforestations, n'ont pas pollué les eaux locales, n'emploient pas... C'était ça le terme que je cherchais. Ouais. Écoute, ils ont fait le bilan total de tout. On s'y retrouve. Apparemment, on serait à 0 ou presque. Okay. Donc l'idée, c'est de dire, pour le parc roulant existant, qui ne va pas passer à l'électrique, qui ne va pas passer à un autre type de carburant ou pas d'hybridation en tout cas, il y a cette solution-là. Sachant que Porsche a dit, évidemment, ils font ça, mais le but, c'est pas qu'ils restent dans leur coin à le faire, ce serait que les pétroliers se mettent à faire la même chose pour qu'on puisse continuer à faire rouler nos vieilles bagnoles. Sachant qu'on a eu un chiffre assez incroyable. D'après Porsche, il y a plus de 73% des voitures qu'ils ont construites depuis l'origine de Porsche qui sont encore sur la route. C'est un truc de ouf. Okay. Depuis plus de 50 ans, il y a encore plus de 70% des bagnoles qui sont encore roulantes. Okay. Les Allemands, c'est costaud. Qui sont pas encore à la casse, tu veux dire. Qui existent, qui sont encore immatriculés. Voilà, les 3/4 sont dans un musée en train de... non, c'est pas vrai. Porsche, ça reste une marque de gens qui roulent avec leur bagnole quand même. On invitera Sébastien Delamine un jour qui a à nous dire sur Porsche. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est de moins en moins vrai. Parce que justement, avant les voitures décotées, maintenant Porsche, ça prend beaucoup de valeur. Il y en a même qui, là, ils ont des problèmes d'approvisionnement, donc un bon de commande aujourd'hui peut se vendre plus cher que la voiture neuve. Exactement. Mais ça, c'est un problème du moment. Après, par contre, les marques de luxe, on disait Ferrari, tout ça, ils ont ce problème même quand il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Les séries spéciales Porsche prennent de la valeur quand même. Oui, ça c'est clair. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit c'est comme dans Cars. J'aime la ref. J'avoue. Cars 2, il fabrique un carburant. Carburant bio. Avec les petites voitures méchantes. Là. Exactement. Donc voilà, donc Porsche s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et donc on a pu tester les voitures sur neige et sur glace comme vous avez pu commencer à le voir. On a d'autres images et surtout, je ne sais pas si tu as l'image, je l'ai mis dans le runner, je ne sais pas si ça s'est enregistré pour vous. Juste en dessous de Taycan Cayenne, je t'ai mis un lien qui va sur mon Instagram où je vous ai mis la petite vidéo qu'Alison a particulièrement appréciée. Est-ce que le lien fonctionne chez vous ? Magnifique. Oui. Il est comme Thierry Ardisson, il a les boutons. Je vous demande de vous arrêter. Ils ont des boîtes à son. Moi, je l'ai pas vu ce. Oui, non, mais on a tous hâte de le voir. Non, ça fonctionne. Il a mis oui, mais en fait non, ça fonctionne pas visiblement. Ça arrive, en même temps, il suffit d'aller sur ton Insta, je pense, parce que tu l'as partagé dernièrement là. Exactement, c'est l'avant-dernier truc que j'ai posté sur mon Instagram. Je m'en souviens. Et non, pas sur Moviecar, sur Franck Malife, on voit ceux qui ne suivent pas mes aventures. En régie, en PLS. Il est là, incroyable. Voilà la petite vidéo au milieu. J'aime beaucoup ta tête qui sort en fait. On peut avoir le son parce que la musique est incroyable. On n'a pas le droit de mettre de musique sur... Ça se pilote vraiment tout seul. Hein. Ta vie est vraiment beaucoup trop difficile, Franck. Il faut qu'on en parle. Hein. Bah écoute, alors c'est bien. Ils nous ont dit vas-y, il y a de la glace, vous faites ce que vous voulez tant que vous tapez pas les murs. Donc on s'est tous amusés à faire ce qu'ils appellent la machine à laver. Voilà. Là, t'es safe, il n'y a rien. Le Cross Turismo est très cool. C'est bien. C'est quoi la grosse différence avec la Taycan avec le Taycan de base? C'est un petit peu plus haut, tu peux régler la hauteur de caisse pour passer en tout chemin et le coffre est plus grand. Le coffre est plus grand, d'accord. Mais je l'avais testé en long, en large et en travers. En vrai, c'est un break, non? C'est l'équivalent de la Panamera, mais parce que le cul ressemble vraiment beaucoup à la Panamera pour le coup, mais en électrique. Et d'ailleurs, je vous le montrerai peut-être la semaine prochaine, j'ai fait un comparo entre les deux côte à côte parce que vraiment c'est tellement confondant que je me suis dit il faut qu'on filme les intérieurs et tout pour comparer Panamera, Taycan. Ça ressemble beaucoup, mais les deux ont quand même une vocation un peu différente et la Panamera niveau confort c'est
Non, puis même l'avant est plus joli. Hein. Moi, c'est vraiment les Sur la phares. Panamera, tu dis? Ah ouais. Moi, je trouve sur la Taycan, c'est plus joli. Ah ouais? Toi, t'aimes pas? Tu as 2 écoles. Ces phares un peu carrés, pixels, là. Ça change un peu de La ce qu'ils faisaient Panamera, d'habitude. j'ai jamais aimé aucun de leurs modèles, aucune de leurs déclinaisons. Les dernières sont quand même Mais c'est mieux. mieux que les premières, ça, et les Cayenne aussi, d'ailleurs. Mais On te la donne, tu dis pas non. Bah non. Mais personne je la dit revendrai. non. Tu Non, vois. surtout que là, L'argent, tout de Je vais suite, pas tout de utiliser suite. ça, sachant que ça peut payer littéralement mon appart. Donc, C'est vrai, c'est totalement vrai. Ah Et bah, oui. du coup, on est bon pour. pour Porsche, on est bon. Et il y avait juste cette dernière petite info là, qui est que effectivement, on reste dans la glace et dans la neige. Citroën m'a convié à participer à un rallye. Dégoûte. C'est pas possible. Ça dégoûte. Mais C'est un arrêtez. monde de privilégiés, vous m'entendez? Ouais, mais attends, c'est pas moi qui conduis, je suis passager, enfin je suis copilote, donc c'est quand Quand même, j'ai jamais fait ça de ma vie, on va voir. On a l'image, voilà, c'est sur ça qu'on va être. Donc là, est-ce que ça, Ah, te vend, c'est une autre ambiance. ça te vend toujours du rêve ou pas? Non. On est toujours en C'est quoi, quart c'est 2, une mais Saxo, écoutez c'est des quoi méchants. C'est une AX 4 Génial. donc Oh, des bordel. années 80. Génial. Et c'est une voiture qui, à l'époque, courait dans une catégorie monomarque, c'est-à-dire que c'était que des gens qui roulaient avec la même AX en intro du trophée Andros. Ah ouais. Donc avant le trophée Andros, avant les gros joueurs, tu avais la course là pour chauffer un peu tout le monde avec les mecs qui roulaient dans leurs AX. Donc c'est une AX qui a déjà fait la course à l'époque. Et là, on va faire le rallye Elle a eu neige et des glace. prix ou pas Alors elle, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle roule toujours. C'est le musée Peugeot Citroën qui nous l'a préparé. Et donc, on va partir. Et le pilote, ce sera Grégory Galifi, si vous connaissez, Ouais. qui est le présentateur de C8 Direct Auto. Voilà. Eh ben, Donc ça, bien, c'est à me va bien. partir de lundi. Donc ça veut dire que mardi, potentiellement, je vous ferai un On- petit FaceTime en direct depuis la On bagnole. peut suivre ça sur un média particulier ou pas? C'est suivable sur YouTube, je pense, YouTube, pour la mais plus des grande trucs sur partie. Insta, de toute façon. Ouais, je vous mettrai des petites stories. Après, honnêtement, vu que je suis censé faire le copilote, je sais pas si j'aurai trop le temps. Ouais. Donc si on rate un Ouais, virage, fais pas ce le sera con, parce hein. qu'on sera en live sur les C'est pas le con, mais en tout cas, il y a plein de Ah. gens dans le chat qui disent Merci, Denis. l'AX, c'était ma première voiture. Je crois que c'était la première voiture de mon frère. l'AX. BX, moi, Ah, la de ma première mère, voiture moi. que je me souviens de De mon ta mère frère, Ma la mère BX. avait une AX, ouais. Ah, c'est ouf, quoi. L'AX. Oh Ma là mère là. avait une AX aussi, mais elle s'est fait complètement détruire par une voiture qui arrivait en face. Bref. Problème Oula, de yaourt. on nous parle de Non, non, mais justement tu sais, à l'arrière un Non peu mais, ouais, léger. non, mais la bagnole, c'était comme, tu sais, c'est le Bourville. Quoi. Ah C'est, oui, elle va ah, beaucoup moins bien rouler. On retourne du côté de Ken. Ouais. Les 2 roues électriques. On reste dans l'électrique. Ouais, 2 choses évidemment. Denis, si tu peux regarder le WhatsApp, j'envoie une photo magnifique à diffuser après ce petit sujet. Ça sera formidable juste pour vous dire que projet de loi à l'étude pour autoriser les scooters 2 roues électriques sur les voies de bus en France. Voilà, déjà en test dans plusieurs pays d'Europe. Les voies de bus qui vont de plus en plus se transformer en voies dites vertes et du coup qui autorisent déjà sur la plupart des axes les vélos à partir du moment où il n'y a pas de piste cyclable parallèle en tout cas à la voie de bus Et les taxis. et les taxis. Tout à fait. Mais par contre, ça n'autorise pas les scooters actuellement. Je tiens quand même à le préciser. Même les taxis motos électriques Ils n'ont pas le droit. n'ont pas le droit d'en Voilà. parler. Ils n'ont Ce pas qui est le droit quand même de une rouler aberration. sur ces ouais. routes-là. C'est interdit. Bon, le fait est que dans la pratique, tout le monde le sait, ils s'en branlent. Mais, eh bien, la justice va leur rendre raison. Pas, non. J'allais dire, qu'est-ce Je qu'elle en doute dit, que la Alison motarde? roule en scooter. Non, mais quel est ton point de vue là-dessus? De merde, 50 cm3, Uber Eats. Tu vois Oui, non. Voilà. Je pense Ne que- se prononce pas. Voilà, exactement, exactement. Mais on va autoriser du coup ces scooters électriques, voire même des scooters un peu plus puissants électriques à utiliser ces voies-là. Donc l'idée est de transformer de plus en plus les voies de bus en voies vertes et donc en voies eh bien, dans lesquelles il fait bon vivre. Dommage que les bus ne soient toujours pas très très verts, respirant des gaz d'échappement de bus tous les matins. J'aurais espéré que ce soit un peu plus le cas. Oui, Marie? J'ai une question. Tu sais que tu es l'animatrice de cette émission. Hein. C'est vrai, mais j'adore participer. D'accord. Non, mais j'ai une question, j'apprends trop de choses. Mais quand on est derrière un bus, c'est pas quand même l'endroit où tu as le moins de visibilité quand tu es à 2 roues? Alors, c'est trop bien quand tu es derrière un bus à vélo, parce que le bus prend tout le vent. Et Ouais. du coup, tu vas trop vite. C'est Oui. abusé. Mais Si quand le tu bus veux va à 50, dépasser un toi bus, derrière, tu as 50, zéro effort. Mais par contre, oui, c'est trop chiant. Ouais. c'est Tu quand vois, même. faut faire confiance. Mais bon, le bus,
Le bus, globalement, il a la confiance. Et puis comme le bus, c'est très lourd, ça a beaucoup d'inertie, tu vas souvent freiner mieux. Oui, mais on peut s'attendre à avoir beaucoup de deux roues du coup électriques, dépasser les bus. Ouais, bah ça. Tu vois, par la gauche. Ouais, les bus, il y a des indications. Attention aux angles morts. Maintenant, ils marquent bien ça sur les bus. C'est bien indiqué. Jamais tu dépasses un bus par la droite s'il n'est pas à l'arrêt complet total et que tu es absolument sûr qu'il n'y a pas un feu qui va passer au vert dessus. Tu ne fais jamais ça. Tu prends le risque de se faire écraser. À n'importe quel moment, le bus, il peut s'arrêter sur la droite pour prendre des passagers. Tu fais jamais ça. Il faut faire très attention. Globalement dépassé par la gauche, mais évidemment dans la vraie vie, on sait tous que ça n'est pas aussi facile que ça. On a un fou rire. Non, mais prenons le temps. Non, tout va bien. Laissez-vous exprimer-vous. Moi, j'adore les gens qui rigolent. Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Rien, mais on est des mauvais élèves, c'est tout. Continuez, je vous en prie, continuez. C'est passé des choses. Déjà, ma langue a fourché tout à l'heure. J'ai dit, elle l'a vu dans ses plus beaux attributs. Les gens pensaient que t'étais tout nu. Bon, racontez-nous, là. Il y a des attributs ou pas? N'hésitez pas à délier les langues. Ouf, bon. Allez, on continue avec toujours Ken qui nous avait préparé un dossier il y a quelques semaines. On n'avait pas eu le temps. Alors peut-être avant de parler du dossier, parce qu'on a les dossiers de tout. Je ne sais pas si Denis, tu as réussi à retrouver la photo que je t'ai demandé dans le WhatsApp ou pas du tout. D'accord, est-ce que tu peux nous montrer ça? Donc regardez. Photo bientôt. Attends, Soon, j'arrive pas à voir. Les 2 € bientôt. 1,999, c'est pas un bug. C'est le prix actuel du samplon 98, évidemment, dans des Carrefour Express qui ne pratiquent pas des prix planchers. Les 2 €, on y est très, très, très bientôt. Donc, ça régale quelque part. Je ne sais pas si vous attendez ça avec impatience. Qui est obligé de mettre du 98 ici autour de la truc? T'es obligé? Moto. T'es obligé? Moto, c'est 98? C'est pas obligé, mais c'est mieux, ouais. C'est carrément 98, mieux. Ouais. 2 € le litre. J'hallucine. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un plein d'essence, presque 3 ans, je crois. Mais bon sang, qu'est-ce que ça fait peur. Bon, on les avait dépassés à une époque, quand il y a eu les gilets jaunes et tout ça. Ouais. Là, j'avoue, j'ai fait un plein hier. D'habitude, je suis à 55 à peu près. 60. Vous roulez combien de temps? Encore diesel. Je fais mon aller-retour Chambéry, Paris. J'allais dire, c'est pas une moto, ça, oui. Parce que 55 € dans une moto, il faut y aller. Non, mais j'étais là, j'ai fait le plein, j'ai fait 60. Ouais. Je me range quand même du côté des utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont littéralement pris en otage des prix de l'essence. Il faut savoir que changer son véhicule, c'est un budget que beaucoup de Français ne peuvent pas se permettre. Totalement. Un véhicule, ça représente ni plus ni moins que la possibilité d'aller travailler pour beaucoup de Français. Et non, ils n'ont pas les moyens de prendre des transports en commun. Non, ils n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Ils sont obligés de prendre leur véhicule, leur automobile pour aller travailler. Et ça commence à faire des prix de transport très 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 chers. J'espère que les entreprises prendront peut-être ces prix en compte et aideront un peu les employés ou favoriseront le télétravail pour faire moins d'allers-retours, parce que là c'est très difficile. Il faut savoir que donc les taxes sur le carburant sont des taxes prises en pourcentage sur le carburant. Donc plus les prix du carburant augmentent, plus la taxe prise par l'État augmente elle aussi. L'État a réaffirmé qu'il ne baisserait pas le pourcentage justement de taxes sur le carburant. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est plus la TIPP flottante où justement plus le prix augmente et plus la part de l'État diminue. J'ai pas l'impression, puisque sinon je comprends pas pourquoi ça monterait pas. C'est un souvenir lointain, peut-être que ça a changé, mais je pensais peut-être, mais si c'est le cas. Donc là, tu dis, ils ont dit, on ne baissera pas les taxes. Non, ils disent qu'ils n'assoupliront pas les taxes sur le carburant. Juste avant les élections, ils sont malins. Ouais. On nous dit dans le chat, Rob, merci beaucoup pour l'info. Samedi, Géant Casino faisait l'essence à 1 €. Remboursement de la différence en bon d'achat. C'était blindé, milieu d'après-midi. Toujours le petit. C'est comme quand j'offre le musée, mais en fait, hop là. Voilà. Évidemment, c'est ce genre de choses, c'est des gros appels pour attirer les gens dans les supermarchés. Exactement. C'est évidemment très intéressant, mais bon, j'ai envie de dire, c'est dommage si quand même de prendre 1 heure pour faire ton plein. Oui, voilà. C'est ça. Mais tu sais pas, tu fais des courses, ton plein, tu es obligé de faire la queue. Mais c'est utilisable le lendemain. C'est pas possible. C'est l'enfer. Tu peux pas.
Tu peux pas laisser, quelqu'un servir de ta voiture et faire tes courses en ce moment. Faut y aller à deux, tu vois. Faire le plein. Il y en a un qui fait le plein, qui met 1 heure à faire son plein d'essence, à faire la queue, et l'autre qui va faire les courses. Enfin, c'est quand même de l'organisation. Et quand tu mets 1 heure à faire ton plein, on commence à avoir des temps de recharge Oui. qui commencent à être assez importants tout de même. Pour continuer et pour terminer, c'est ouf. Hein. Il y a Igioni qui dit « Je ne paye pas les taxes personnellement avec mon hélico, mon jet et mon yacht. Directive européenne, les riches gagnent. » C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Seuls les On automobilistes. va avoir son numéro. Ouais. La plupart des C'est ce qu'il vous reste à automobilistes sont sujets à ces taxes. Et oui, donc c'est vrai, c'est une prise d'otage et c'est quand même très triste. Denis, je t'ai mis un autre lien du coup juste sous les deux roues. Je voulais parler de ça parce que j'ai croisé justement ces camions ce matin. Camions poubelles. Mobilité aussi. Les camions poubelles se mettent à l'électrique. L'entreprise Suez, via Renault Trucks, commence à déployer une flotte de camions poubelles électriques dans toute la France. C'est pas les conneries. Les premiers sont déployés, devinez où ? À Neuilly-sur-Seine, évidemment. Bien entendu, les camions poubelles de Neuilly, pour avoir la ville la plus verte possible. C'est juste à côté. J'en ai croisé un ce matin. J'ai fait waouh, attends, ce camion ne fait pas de bruit, c'est ouf, il est électrique. Je regarde à côté, en effet, Suez ZE, donc la technologie électrique de Renault, ici par Renault Trucks, nouveau camion ultra moderne, ultra silencieux, voilà, pour passer dans les rues de Neuilly à 4h du SBA sans réveiller nos petits vieux richoux qui dorment. Sarkozy est content. Sauf, alors le pire, je crois que c'est les camions quand ils viennent chercher les poubelles de bouteilles. Et ce bruit-là. Oui, j'avoue. Alors celui-là, c'est pas la partie camion qui fait le plus de bruit dans ces histoires. Ouais, c'est plus le déversement. Truc de fou, en plus d'être électrique, ces camions sont vraiment pensés pour faire le moins de bruit possible. Et même le mécanisme pour mettre les poubelles à l'intérieur fait moins de bruit, plus insonorisé. Sincèrement, je les ai vus charger les poubelles de Neuilly ce matin. J'ai fait punaise, ce camion est d'un silence incroyable. Pour les gens qui travaillent justement au ramassage des plus poubelles, agréable. Mais mon Dieu, quoi, de pas respirer, parce qu'ils sont derrière, ils respirent l'odeur des ordures des gens. Ils ramassent les poubelles. Au moins, ils respirent plus le diesel déjà. Ils se tapent les klaxons. C'est ça. Le regard méprisant des gens, et en plus, ils avaient le bruit. Alors, je veux dire, c'est quand même... C'est quand même un vrai progrès. Notez que pour tous ces véhicules qui ont donc énormément de charges lourdes à déplacer et qui font relativement peu de kilomètres dans leur circuit, l'électrique est parfaitement adapté à ce genre d'usage. Énormément de couples sur les moteurs électriques permettant de déplacer des charges très lourdes, une facilité de roulage sans avoir une double boîte de vitesse avec 3, parce que les camions les camions poubelles, c'est un délire. Hein. Tu as une double boîte de vitesse dessus. Enfin, c'est des trucs, c'est assez compliqué à manœuvrer, plus tous les boutons pour faire les machins. C'est un vrai confort supplémentaire pour ceux qui sont indispensables à nos vies, croyez-moi. Trop bien. Donc, ça serait bien. Ce serait juste bien que ce soit pas que Neuilly qui ait accès à ces camions et qu'on ait un peu partout ça, tout en France. Voilà, ce serait cool. Ça commence à se déployer et je voulais le dire. Voilà. C'est très bien. Merci pour cette info. C'est très très bien. J'aimerais bien qu'on continue sur ton dossier avant d'aller un petit peu plus loin dans cette émission, puisqu'on aura une interview qui sera conduite par Alison. Mais avant ça, tu nous avais préparé un dossier, puisque tu as fait un week-end en Model 3 Long Range et tu voulais nous en parler. Il me semble que tu as la version 2021. J'ai la normale, moi. D'accord. Pas la Long Range. Vous allez quand même pouvoir échanger là-dessus. On avait parlé un petit peu de ça avec Ken et Max, justement des différences entre le modèle de 2019, de Max, ou 2020, je ne sais plus, et 2021 que Ken a pu tester tout au long de ce week-end. Ouais, exactement. Donc ça, j'en ai déjà parlé globalement. La Long Range 2021, donc elle est donnée à 602 km d'autonomie WLTP. Là, voici les fameux 602 km d'autonomie. Est-ce l'autonomie réelle constatée de cette voiture? Évidemment, la réponse est non. Et je m'attendais à ce que le kilométrage soit au moins divisé par 2 en hiver. Il n'en a été rien, puisque ma consommation électrique, je l'ai dit, a été de 17 kWh au 100 km, ce qui représente donc 170 Wh au kilomètre. Voilà, on le voit justement ici, avec
le chauffage d'allumé, avec les sièges chauffants d'allumé, avec aucune restriction de chauffage pour se cailler le cul. D'ailleurs, ma femme adore les sièges chauffants, elle ne peut plus s'en passer et adore le karaoké de la Tesla, je tiens à le préciser. Voilà, on arrive à une vraie conso de 17 Wh en faisant 2 tiers d'autoroute. Là, je te parle de 2 tiers d'autoroute. Voilà. Sur l'allée, j'étais plus à 15 parce que l'allée, j'avais moins de vent de face. Ça compte vraiment beaucoup, les conditions météo sur lesquelles vous allez rouler. Mais globalement, ça, c'est le même trajet aller, même trajet retour. Autant vous dire que les 230 et quelques kilomètres, c'est d'une seule traite sans recharger à aucun moment. J'ai eu besoin de recharger une seule fois. C'est bien sûr au centre commercial à 3 sur un superchargeur Tesla. Ça a pris littéralement 20 minutes pour me mettre de 10% à 90% avec les nouveaux chargeurs. Donc autant dire, j'ai eu à peine le temps d'aller chez le Lacoste 2.3 et de ressortir. Ma batterie était full charge et je suis assez surpris du taux de consommation de la voiture par temps froid, parce que là il faisait vraiment 0, -1, quelque chose d'assez sévère. On voit ici dans ce diagramme quelques différences d'utilisation de l'automobile. Donc on peut voir aux alentours du 40-30e kilomètre juste avant, quand j'ai fait tester la voiture à mon frère, c'est-à-dire globalement Frank My Life version Verdier. On peut voir que les consos sont évidemment assez exponentielles, bien sûr, accélération forte, tentative de quelques vitesses de pointe, facile de se laisser tenter avec un modèle électrique. Évidemment, les consommations s'envolent, on monte très très haut et on voit sur le diagramme juste en dessous quand je reprends le volant avec des consommations qui sont, on va dire, bien plus raisonnables en accélérant peu fort, en freinant avec la régénération au freinage, en roulant à des vitesses raisonnables, modérées et constantes. Voilà, on arrive à des consos qui sont bonnes, mais il faut apprendre à rouler en électrique et c'est ce qu'on constate en fait. Rouler en électrique, c'est pas spécialement aussi c'est pas la même chose que de rouler en thermique. On va pas utiliser la même fluidité dans le roulage. Déjà, rien que la récupération au freinage avec le moteur, l'inertie, le frein moteur de l'électrique, ça change tout sur ta façon de conduire. Sur une Model 3, on peut littéralement jamais appuyer sur le frein si jamais tu sais anticiper tes déplacements et ça regagne vraiment de l'autonomie de la voiture. Et pareil, il n'y a pas de vitesse, donc il n'y a pas vraiment d'à-coup. Donc il faut savoir se mettre et se lancer aux bonnes vitesses sans spécialement faire du très rapide, très, très lent, très rapide, très lent. Donc essayer d'avoir une conduite plutôt fluide. Voilà, on arrive à une véritable autonomie de 450 km, donc utilisable, c'est-à-dire entre les 10% de batterie restante, parce qu'on ne descend jamais sous les 10% de batterie, c'est très peu conseillé, et les 90% de batterie, parce que je ne recharge jamais à 100%, ça ne sert à rien de recharger à 100%. Donc on a 80% de batterie utilisable, et on est aux alentours de 400 km en hiver. Donc ce n'est pas les 600 km annoncés, mais on est presque autour de 500 km lorsque l'on roule en électrique, même avec de l'autoroute, même le truc. Et c'est les autonomies que j'ai pu constater en roulant moi. Quelqu'un dans le chat dit avec beaucoup d'ironie que tu roules à 80 km/h sur l'autoroute. Qu'as-tu à répondre ? 110. Voilà. Je roule à 110 sur autoroute, oui. La différence entre rouler à 110 et 130 est vraiment gigantesque puisque vous allez augmenter de 20% votre consommation électrique pour un gain de 10% de vitesse. Gain de 10% de vitesse qui ne vous fera gagner que 10 minutes sur votre trajet de 200 bornes. Donc, vous gagnez très peu de temps. Par contre, vous allez consommer masse d'essence. Ouais. Donc, autant consommer moins. Ce qui peut être très chiant lorsqu'on roule en thermique parce qu'on doit être concentré quand même sur la route. Mais sur la Model 3, à 110, tu fais... Ouais. Autopilote, tu touches plus à rien à part au volant, tu t'en bats les couilles, tu fais ton karaoké à côté, tu t'éclates, tu profites de la vie, quoi. Tu as profité justement de l'autopilote. Bien sûr, mais ça change la vie. Ça change la vie. Vraiment, ça change la vie. C'est un confort de conduite et ça tue l'ennui en voiture. Littéralement. Tu n'as plus besoin de rester concentré à être à la vitesse. C'est pas un simple régulateur, tu te sens vraiment en sécurité avec l'autopilote de la Model 3. Même au moment où tu vas pour la première fois l'enclencher, vous n'avez pas eu cette petite excitation de se dire... Au début, ça fait très bizarre. Au début, tu gardes le pied au-dessus du frein en te disant est-ce qu'elle va s'arrêter parce que tu te dis c'est pas possible. En fait, si elle fait vraiment tout toute seule. Un grand virage, elle ralentit avant. Ouais, et puis elle prend le virage, même si c'est un gros virage, elle y va toute seule. Le volant qui tourne, tu fais, mais c'est... On est arrivé à un moment quand même assez incroyable, je trouve, de l'automobile moderne. Et...
Pareil, démarrage en côte. Parce que t'as pas essayé. Ouais. Ils font. Ah, mais elle fait tout seule. En fait, là, je sais pas comment tu l'as configuré, mais la voiture, il y a un mode que j'utilise qui est le mode où, en fait, si tu lâches tout, elle va s'arrêter et elle bloque. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'appuyer sur le frein. Oui. C'est-à-dire que si t'es dans une côte, tu lâches tout, elle s'arrête, elle recule pas. Donc, de toute façon, le démarrage en côte... Il n'y a pas de démarrage... Oui, il n'y a pas à faire démarrage en côte. Ça s'arrête et tu peux pas reculer à aucun moment. Il faut que je passe le permis en boîte auto et en Tesla. J'ai une Tesla. C'est ça. Mais il y a un autre... Tu dis on s'ennuie moins et il y a un autre effet aussi, c'est qu'on est beaucoup moins fatigué. Moi, je me suis tapé des 5-6 heures de route où, à la fin, j'étais frais comme un gardon parce que tu n'as pas besoin d'être concentré sur la route, surtout quand il pleut. Quand il pleut, moi je voyais presque pas la route, mais la bagnole, elle savait exactement où était la file. T'es comme ça, alors que tout le monde est en stress au volant et la voiture, elle va. J'ai vraiment, et pourtant j'utilise, les régulateurs de vitesse et tout de base, mais le fait de devoir vraiment rester concentré sur la route et de voir cette route défiler de façon extrêmement monotone. À chaque fois sur des longs trajets de 200 km, j'ai le nez qui pique. Ça ne me fait pas ça avec l'autopilote Tesla parce que. Alors, je regarde la route et je reste les mains sur le volant. J'allais te dire que tu n'as pas le droit de quitter le volant. Non, tu n'as pas le droit de lâcher le volant. Sinon, la voiture, elle bip. Tu n'as pas le droit. Non, mais mets ta ceinture. Non, mais tu peux avoir une main sur le volant, l'indiquer, tourner. À un moment, elle te dit quand même, fais attention à ce qui se passe sur la route. Et d'accord, ok, donc tout se casse la gueule. En fait, depuis tout à l'heure, le bureau avance. Ouais. Et je n'ose trop rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé devant là? C'était le feu de Donald Renew. C'est le feu de Donald Renew. Donc je rappelle que l'autopilote n'est pas un autopilote. En fait, c'est un régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de ligne. Globalement, ce n'est pas un véritable autopilote. La voiture ne va pas changer de voie toute seule. La voiture ne va pas prendre les bretelles toute seule. La voiture ne va pas faire votre chemin tout seul. On appelle ça l'autopilote, mais ce n'est pas un véritable autopilote. C'est juste un super maintien de ligne et régulateur de vitesse. Ça, c'est le niveau de base de ce que propose Tesla. C'est le niveau que j'ai parce que je n'avais pas envie de payer les 3500 balles en plus. Mais si tu payes les 3500 balles en plus, que tu peux payer à n'importe quel moment, même quand tu as déjà la voiture, elle double toute seule et elle suit le GPS toute seule aussi. Ça répond à une question du chat qui dit moi qui n'y connais rien, c'est quoi la diff entre l'autopilote et un maintien dans la voie plus régulateur adaptatif? Là, sur le modèle de Tesla que j'ai utilisé, il n'y en a pas. Le seul truc qu'il y a, c'est que ça marche. Parce que j'en ai testé des bagnoles avec ça. Oui, ça marche pas. Ça marche pas. J'en ai testé, ça ne marche pas. Le maintien de ligne, c'est je suis sur une bande jaune, on va revenir. Donc t'as un truc qui fait comme ça. Horrible. Et exactement. Le régulateur de vitesse, ça marche super bien. Mais sur quasiment toutes les voitures. Mais surtout le maintien de ligne, le sentiment de rouler droit et le sentiment que ta voiture elle va rouler. Le maintien de ligne, s'il y a un vrai virage, les voitures. On nous parle du niveau 2 de la conduite assistée dès 2008 chez Peugeot. La conduite assistée chez Peugeot, c'est pas du tout la même chose. La conduite assistée chez Peugeot, ça t'empêche de passer outre les lignes sur les côtés. Et en fait, c'est toi qui conduis. Et quand tu arrives sur une ligne, ça fait boum. C'est ça. Et si tu lâches le volant, la voiture, elle fait bam, 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 bam. Et au bout d'un moment, elle te dit, elle reprend le volant. C'est ça. Mais là, une très belle vidéo de gens qui mettent le truc autopilote, assistance à la ligne sur une 2008 et qui sautent et qui se mettent dans la banquette arrière et ils sortent de la route direct. Oh purée. Pas, ne vous inquiétez pas. Mais faut pas le faire, quoi. Non. En tout cas, oui, la voiture tu sens qu'elle est capable de rouler tout seul, mais surtout, elle te met vraiment en confiance. Voilà. Et en mettant l'autopilote, Tesla, tu as aussi l'assurance d'avoir des accélérations, des freinages qui soient à peu près régulés. Elle lit les panneaux et c'est pas en mode truc. Elle voit les panneaux, elle te les affiche même sur ton écran. Elle les lit, elle les adapte. C'est ça. Si c'est celle-là, celle que j'avais vue, c'était ça. La bouteille, c'est pour faire croire que tu tiens le volant, tu vois. Oh non, alors attends. Possible. Sérieux? Ah ouais. Voilà, ça marché, là. Donc sur Tesla, maintenant, c'est plus un capteur de pression sur le volant parce qu'ils ont compris que les gens accrochaient un truc ou quoi. Maintenant, il faut. Elle te demande de lui donner un léger retour. C'est-à-dire qu'il faut. Moi, en fait, j'ai un doigt sur le volant, puis quand je vois qu'elle râle, je fais comme ça avec le bout du doigt pour lui montrer que je suis là, quoi. Faut montrer que tu donnes un vrai à-coup. Mais globalement, si tu veux reprendre le contrôle de la voiture, faut quand même forcer un minimum. Et d'ailleurs, c'est limite too much des fois. C'est limite too much, Moi, ça m'est arrivé de vouloir doubler justement sur autoroute parce que je suis derrière un camion, elle se met à 90. Et en fait, si tu fais rien et que tu forces, ça fait genre
t'as le machin et la bagnole fait une embardée sur la gauche de ouf parce que ce qu'il faut faire, et j'ai pigé après coup, faut mettre le clignotant. Et quand tu mets le clignotant, elle te laisse tourner. Bah oui. Ah oui, mais Oui, dans enfin, tous les cas, non, mais faut mettre le clignotant. Mais allô Mauvais bah, exemple, mauvais exemple. Attends, j'ai pas le permis, je le sais, ça quand même. Je me dis, mais j'ai jamais eu ce Délinquant. problème là. Mais qu'est-ce qu'il y a, je suis con. Mauvais exemple. Bah oui, non, Attends, mais le C'est clignotant. bon, bim, allez dans le chat, ça va s'exciter là. Ok, je vais quitter ça. Non, mais en fait, c'est un mauvais exemple. C'est dans un autre cas de figure où ça m'est arrivé, où il n'y avait pas de camion et je voulais changer de fil et il n'y avait personne. J'aurais quand même dû mettre le clignotant. Ok, bon, ça marche pas. Je suis nul. Voilà, continuez s'il vous plaît. Bref, on n'arrête pas de le dire, mais de toute façon, personne ne nous croit jamais. Testez, si vous avez l'occasion de tester, et vous verrez à quel point l'autopilote Tesla met en confiance et permet vraiment de moins s'endormir sur des longs trajets autoroutiers et d'être plus frais en descendant de la voiture, de passer des trajets et des transports plus agréables. Maintenant, on va parler un peu d'autre chose. Maintenant que l'autonomie est testée, donc ouais, si vous roulez proprement, on va dire 450 km en Tesla long range, donc c'était combien, 53 000 €, c'est ça, Tesla long range En long aujourd'hui? range, c'est dans ces Me prix-là, semble. ouais. C'est semble beaucoup que plus c'est ça. cher que la normale. Oui, je crois que c'est 53 000, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus excessivement plus cher. Je crois que c'est 8 000 € de plus que Non, le là. modèle classique qui a 45 000. 49 toi, 000 tu parles sans les aides, là dollars. Ou avec les aides Sans les aides. Ah, sans les aides, d'accord. Ouais, sans les aides. Sans les aides, on est sur 59 000. Ah, 59. C'est pas le Voilà. modèle performance, c'est le modèle. C'est le long range dual motor AWD. Et là-dessus, tu dois avoir que 5 000 € d'aide vu qu'elle est chère. Donc, Alors attends, de ça- 2018 et c'est l'Argus. Attends. Oh là, Ah oui, non, oui, mais non, 2018, on va les sur prix le ont site baissé Tesla. depuis, ouais. Oh là là. Non, les prix Ça de me base ont dégoûte. été. Bon, de toute façon, Je c'est pense que le chat va le sortir plus vite. quoi que- qu'il arrive, c'est horriblement cher. 56 000. Voilà, c'est bien ce qui m'était donné, 56 000. Donc on retombe presque à 50 avec l'aide de l'État, quoi. Voilà, exactement. Bon, ça reste excessivement cher. Là où sur la Il normale, y a la on est plutôt autour standard des 30. range. Oui, la standard range est beaucoup moins chère. Tu peux la choper à 37 000 avec les aides de l'État, mais t'as pas l'autonomie que je t'ai indiquée. Bref. Effectivement. Continuons le dossier justement par rapport à ça. Juste pour vous donner une idée. Donc la batterie de la Tesla, c'est 77 kWh. Aujourd'hui, alors c'est la batterie utile, hein. En vrai, c'est une batterie de 80, je crois, mais avec 77 de vraiment utile. Ça représente 4 mois de fonctionnement de votre frigo et d'un frigo dernière génération. Tu vois, réfrigérateur dernière génération, il tourne sans s'arrêter pendant 4 mois. Ça fait la consommation électrique d'une recharge de voiture. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point, bon sang, ça pompe quand même vraiment pas mal de courant, une voiture électrique. Mais il faut quand même essayer de relativiser et de regarder par rapport à la consommation des foyers. Je me suis renseigné un tout petit peu sur la consommation des foyers français en matière d'électricité. Ça représente quoi? Alors, c'est le diagramme F. Je ne sais pas si tu peux l'afficher. Voilà, mon très cher. Consommation d'électricité finale, c'est pas du tout celui-là parce que celui-là, c'est pas celui des foyers français. C'est celui de la consommation générale. Merci beaucoup. Voilà, donc dans les foyers français, le chauffage représente 27% d'utilisation. On a le froid et le lavage, l'informatique 13% aujourd'hui. Tu vois, les sanitaires 12%. Donc voilà, vous avez une répartition globale de la consommation électrique. Globalement, c'est 147 TWh d'électricité annuelle que consomment les Français. Ça fait beaucoup. Et je me suis imaginé que se passerait-il si la totalité des Français passaient aux véhicules électriques. J'ai donc regardé le nombre de véhicules qu'il y avait dans les foyers français et la distance moyenne parcourue par les Français. Distance moyenne qui est de, c'est facile, en voiture, vous savez, tu sais combien les Français parcourent en moyenne par an annuel? Ah, par an? Ouais, par an. Ouais. Combien? 15 000. 15 000. Moins de 20 000, c'est ce qu'ils proposent chez l'assureur, moins de 20 000, ouais. généralement. J'allais dire 30 000. 30 000, c'est 12 000 km. Voilà, Ah oui. Les Français font 12 000 km moyenne par an. Chez l'assureur, ils te proposent ça en premier, généralement. Exactement. Ouais. Voilà. Donc rapporté. Donc imaginez, on retire toutes les voitures thermiques, on remplace ça par toutes les voitures électriques. On aurait une augmentation de consommation des foyers français en électricité de 40%. 40%, ce qui est quand même une augmentation assez gigantesque évidemment de la consommation d'électricité. Mais évidemment, on imagine que on rase tout le thermique
et qu'on roule plus qu'en électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que de l'électricité, eh bien, on n'augmente que de 40%. C'est-à-dire que c'est même pas la moitié de ce qu'on consomme actuellement en électricité, un foyer français. Alors, évidemment, ça gonflerait la facture de 40% d'électricité. Imaginez combien vous payerez. Vous payerez 40% plus cher pour rouler en plus avec votre voiture électrique, sachant qu'évidemment, vous ne payez plus d'essence. Rapporté, alors ça paraît beaucoup, mais rapporté maintenant à la consommation d'électricité globale en France. Et là, c'est le diagramme justement que je voulais que tu montres et que tu avais montré en tout premier. En France, le résidentiel ne représente que 27% de la consommation globale. Donc en vérité, c'est l'industrie, les transports, le tertiaire, donc les entreprises de manière générale, qui consomment le plus d'électricité en France. Le résidentiel, là où serait inclus l'augmentation des foyers français, c'est que 27%. Donc rapporté à la consommation totale de la France, remplacer la totalité de la flotte française en véhicules électriques ne représentait, j'ai fait le calcul pour vous pour ne pas vous emmerder, une augmentation de 15% de la consommation d'électricité française. Rapporté à l'Europe, c'est une augmentation seulement de 5%. Rapporté à l'Europe, parce que dans les autres pays d'Europe, eh bien, la consommation d'électricité, notamment de l'industrie, est beaucoup plus importante que l'industrie française. Voilà, 5%. Voilà, tu remplaces la totalité des véhicules européens par des véhicules électriques, ça n'augmente que de 5%. La consommation d'électricité européenne. Donc l'idée comme quoi eh bien, rouler en électrique, ça augmenterait tellement les consommations d'électricité que ce serait impossible, est une fausse idée. Alors oui, ça augmente les consommations d'électricité de façon assez importante, 15% en France quand même, c'est pas rien. Mais c'est une fausse idée parce que c'est pas les foyers français qui consomment le plus d'électricité en France, c'est la fucking industrie et c'est le tertiaire, voilà, et c'est les transports ou c'est les autres. Mais le résident, c'est un quart de la consommation. Après là, c'est consommation monde, hein. Oui, mondial, mais en Europe c'est pareil, en France c'est pareil. Voilà, c'est à peu près les mêmes genres diagrammes. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande est-ce que la perte d'électricité par distribution est intégrée ? Oh, je suis pas allé aussi loin dans le mind game, on va dire, mais. Alors c'est pas possible, quoi. Mais voilà, tout ça, moi tout ce que je voulais montrer aux gens, c'est qu'on fait souvent l'amalgame en mode ah mais si on roule tous en électrique, on n'aura pas assez pour produire de l'électricité pour tous. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est pas vous, c'est pas votre téléphone, c'est pas machin qui va consommer le plus d'électricité. C'est toute la fabrication, c'est ces putains de lumières qu'on utilise ici dans le bâtiment de Webedia qui est allumé 24 heures sur 24. Pas mon fer à lisser le matin. C'est les entreprises, c'est les machins, c'est tout. Ça consomme énormément d'électricité et ça le consomme toute l'année et pas forcément les déplacements. Alors, c'est énorme, mais c'est pas si énorme que ça au regard de ce qui consomme réellement de l'électricité dans le monde. Voilà. J'ai terminé mon analyse mathématique de la consommation. Est-ce que tu penses que la baisse de fabrication d'énergie fossile va pouvoir compenser une partie justement de cette électricité ? Oui, alors ça, j'ai même pas pris ça en compte parce que j'ai même pas voulu aller là. Mais bien sûr, l'énergie fossile, il faut l'acheminer, il faut la stocker. Et voilà, il y a le CO2 qui en ressort. Donc évidemment, l'électricité a d'autres, les batteries ont d'autres méfaits. Mais oui, tu as aussi une compensation parce que pour fabriquer et pour raffiner le carburant, il faut aussi de l'électricité. Bon, c'est pas ça qui consomme le plus d'énergie. Ce qui consomme le plus d'énergie, c'est l'agroalimentaire, c'est la fabrication d'engrais. Voilà, c'est ça qui consomme le plus d'énergie généralement. C'est vrai que j'y pensais pas jusqu'à ce que tu le dises, mais le fait qu'il n'y ait plus besoin d'acheminer le carburant, c'est énorme parce que le nombre de camions qui roulent pour ça, le nombre de tous les super containers, les super tankers, pardon, c'est bien. Rouler électrique. Il y a Saïd qui nous dit dans le chat, je travaille dans les piles à hydrogène pour les futurs véhicules. Effectivement, c'est dans la production qu'il y a le plus de consommation. Voilà, c'est ça. On oublie souvent ce genre de paramètres. Voilà. Alors l'idée, c'est pas que tout le monde roule en électrique, mais je dis juste que c'est, tu vois, un peu mythbuster. On peut pas rouler en électrique, on pourra pas produire assez d'électricité. Frère, t'imagines même pas l'électricité, pourquoi elle est produite, c'est pas pour faire fonctionner ton frigo. Crois-moi, c'est vraiment, tu n'es qu'une crotte de mouche dans l'univers de la consommation d'énergie mondiale. Donc voilà, c'est possible de rouler en tout électrique, c'est pas impossible. Il y a une question qui est quand même très intéressante, mais j'imagine qu'elle demande à être beaucoup plus poussée que la manière dont je vais la poser. L'électricité, on va la produire comment si les écolos veulent plus du nucléaire ?
Dans des énergies renouvelables. Il faut savoir que la France n'a pas passé d'ailleurs le test et le taux de 20% d'énergie renouvelable en France, qu'ils auraient dû atteindre justement en 2022 selon les accords de je ne sais plus quoi, c'était Genève ou n'importe quoi. Les autres pays d'Europe, ils sont arrivés, nous on n'y est pas arrivés. On n'est qu'à 15 actuellement. Donc on est en retard de ce niveau-là. Certains croient en la production d'énergie 100% renouvelable d'ici 2030. D'autres préfèrent rester dans le modèle nucléaire dans lequel on est. Il y a aussi des questions économiques qui sont inhérentes à ça. Moi, personnellement, nucléaire ou full renouvelable, le nuc, tant que ça marche, ça marche. C'est OK, c'est pas le charbon, tu vois. Ouais. On terminera sur une citation, je pense que c'est Norman derrière le compte. La voiture qui pollue le moins est celle qui existe déjà. Vous l'avez entendu avec la voix de Norman ou pas, cette citation? Ouais. Ça aussi, il faut faire super attention. attention. C'est une idée reçue aussi. Ça, le fait que conserver sa voiture très très longtemps, ça pollue moins que de rechanger de véhicule. Savoir, les véhicules sont aussi inscrits dans des circuits de recyclage et faire rouler à partir d'un moment un véhicule drastiquement plus propre longtemps est largement mieux que de conserver un véhicule extrêmement polluant et crasseux. Certes, mais comme tu disais, c'est un coût de changer de voiture. Moi, mes parents, par exemple, m'ont dit on n'a pas les moyens, là, comme ça, de passer tout en électrique ou en hybride. Un vrai coût, quoi. On est à 13% de renouvelables chez nous. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On aurait dû être à 20. Voilà. Effectivement. On a raté. Bon, merci en tout cas pour ce dossier extrêmement complet. Je vous propose de passer tout de suite à la fin, la dernière partie de cette émission avec Alison qui va accueillir l'invité du jour et qui va conduire comme une grande cette interview. Elle m'a dit, j'ai l'impression d'être là depuis longtemps, meuf, t'assures. C'est la bosse, on a un petit générique et on accueille tout de suite Camille et Juliette. Voilà. Très bien, juste Camille, c'est très très bien. Bonjour. Salut Camille. Installez-vous. Salut. Je crois que t'étais pas encore là, mais du coup, ce jersey, c'est un jersey de la marque Eudoxie. Magnifique. Voilà. Et on l'a présenté, c'est... tu vois, incroyable, magnifique. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Eudoxie, on peut s'asseoir si tu veux, on sera plus à l'aise. Ça marche. Voilà. Donc, écoute, bienvenue du coup, avec nous. On va parler aujourd'hui d'Eudoxie, qui est donc ta marque que tu as créée, qui est une marque pour les femmes qui font de la moto, créée par une femme. Vas-y, explique-nous un petit peu, donc, du coup, le concept. Donc la marque, je l'ai créée avec Caroline, donc on est deux à avoir créé cette marque-là. On est motards de la première heure, en fait. On est issus de famille de motards. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment pas grand-chose. Rien du tout. Et beaucoup de roses dans les magasins de moto et puis pas grand-chose. Surtout. Et puis c'est vrai que tu vois, dans la moto, ça peut, une femme qui conduit une moto, ça a un côté quand même assez rock, ça peut être assez, c'est beau, mais c'est vrai que c'est un peu... vulgarisé ou pas assez sincère en fait dans l'industrie de la moto. Il y avait vraiment deux écoles, quoi. Il y a celle qui aime faire de la moto et aime montrer avec le vrai cuir, le côté très sportif. Et effectivement, ce qui manquait un petit peu, c'est pour les femmes qui aimaient être un peu plus décontractées, jolies en moto, avec des choses cintrées ou au contraire un peu rock, mais pas forcément autorisées, en tout cas sur une moto, et pas bien équipées pour la plupart du temps. Donc toi, on est d'accord que ce que tu fais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui se porte bien sur la moto, qui est homologué et il n'y a pas de souci. Tout à fait. Alors au début, on a commencé par une marque lifestyle. En fait, on voulait parler aux femmes et dire, en fait, c'est pas parce que c'est une femme que tu n'as pas le droit de conduire une moto. Il y a beaucoup de barrières qui sont imposées, genre, mais tu conduis une moto, mais ta vie, tu fais 1m50, mais tu fais 55 kilos, ça va pas, tu peux pas conduire une... Et c'est puissant. Et du coup, c'était aussi de dire aux filles, en fait, non, tu peux y aller, c'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas faire de la moto. Donc derrière la marque aussi, il y a ça. On a commencé par faire du lifestyle et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse demande en fait sur le technique avec des vêtements protégés pour aussi rassurer les filles qui commencent, parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu es toujours confronté à ces stéréotypes de genre c'est dangereux, t'as pas forcément envie d'y aller. Et puis on sait que les filles, elles sont un peu plus prudentes que les gars, quoi. Ouais, ça c'est sûr. D'ailleurs, moi je fais un peu semblant de pas te connaître parce que du coup je te laisse te présenter, mais en vrai nous on se connaît depuis un petit moment. Je porte d'ailleurs
tes fringues aussi sur la moto. Voilà, c'est vrai que c'est sympa, tu as beaucoup de choses aujourd'hui, tu as développé, enfin du coup toutes les deux, vous avez développé vraiment une marque, mais au-delà d'une marque, vraiment un ADN, on sent l'esprit un petit peu rock, vous le dites, un peu badass, en tout cas c'est des filles qui s'assument, des filles qui roulent aussi beaucoup entre elles, on le verra après avec un événement que tu as fait. Du coup, toi d'ailleurs, sur quoi est-ce que tu roules aujourd'hui comme moto ? Moi je roule sur Harley. Voilà, mes parents étaient harleyistes et c'est un peu comme ça que je me suis mise à la moto. D'ailleurs, à la base, c'est ma mère qui m'a poussée à faire de la moto. Elle m'a dit bon, Camille, là, il faut que tu passes ton permis. Parce qu'elle aussi, du coup. Ouais. Mes 2 parents sont motards et c'est vrai qu'à la base, moi, j'étais pas trop dans ce truc-là et parce que je faisais autre chose dans ma vie et en fait, c'est comme ça qu'ils m'ont passé la fibre de la moto. Et mon associée Caroline, c'est pareil, ses parents motards aussi. Elle s'est payée sa première moto avec son premier salaire. Voilà, c'est vraiment culturel, quoi. Piqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quel est le style de motarde, entre guillemets, s'il y en a un, que vous visez? Quelles sont à peu près les filles qui vont aujourd'hui acheter Eudoxie? Nous, tu sais, on cible pas vraiment personne. La moto, c'est vrai qu'il y a beaucoup de branches. Nous, on essaie vraiment de démocratiser la moto. Comme je te dis, on a le côté marque qui est hyper palpable. On fait des fringues, on vend des fringues. Mais derrière, il y a tout cet état d'esprit, ce côté lifestyle. Ouais. Eudoxie, pour nous, c'est la déesse de l'indépendance et de la liberté. C'est vraiment derrière appuyer sur ce fait-là que chacune d'entre nous peut se mettre à la moto. Et peu importe ce qu'elle aime comme moto, il faut savoir que nous, on fait pas mal d'initiations. On a essayé de la piste un peu. On a essayé du motocross. Enfin, voilà, on a envie d'ouvrir vraiment vers la moto, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de choses que vous avez essayées, vous faites maintenant vos propres événements. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup du split chain? Ouais, d'ailleurs, la régie, si on peut mettre en fond un petit peu toute cette vidéo et cette ambiance, qu'on comprenne bien le type d'événement, parce que moi j'ai regardé la vidéo, ça donne envie d'y aller. Je pense qu'on a tout envie, même quelqu'un qui n'est pas forcément motarde aurait envie de se joindre à ce gang de bikeuses. Ça fait vraiment un peu ça, un gang de bikeuses, quoi. Et voilà, avec plein d'activités, plein de choses. Il n'y a pas que de la moto, l'esprit c'est se retrouver. Donc voilà, quel est un petit peu le principe de l'événement? Combien d'éditions tu as fait? Quand est la prochaine, etc. Et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'on a envie de faire avec le split chain, c'est donner envie aux filles de prendre la moto et voilà, de partir là, comme là on part là, sur les routes du Pays Basque, voilà, de partager des moments forts ensemble. Donc c'est un événement qu'on fait qui vraiment... voilà, c'est un événement à message. Donc on invite une quinzaine de filles issues d'univers différents. Donc on a invité une skateuse pro qui s'appelle Shani Brou. On a invité une modèle. On a invité une championne du monde de snowboard. Freeride Marion Aerti. Chez moi d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Je connais, je la suis. Ouais. Cindy Poum qui elle a fait Koh-Lanta. En fait, que des nanas qui ont vraiment des parcours atypiques et puis un peu dans des milieux masculins et des milieux vraiment des sports extrêmes. Okay. Donc le but en fait c'est de faire découvrir via nos communautés différentes cet état d'esprit de la moto, le rendre accessible et voilà, et ça fait depuis le début de la marque qu'on cet événement, donc ça fait 4 ans, enfin là ça va être la 4e édition. Il faut savoir que derrière, c'est un événement qui est sponsorisé aussi. Donc cette année, on va notamment bosser avec BM pour le prêt des motos. Okay. On a Motoblues qui va nous équiper. On a les assurances AMV qui vont nous assurer. Okay. Et Vintage Rad qui nous prépare tout ce petit voyage. Donc voilà, on a sélectionné les filles. On ne les a pas encore dévoilées cette année, les candidates. C'est secret. C'est secret, voilà. Mais c'est vraiment faire découvrir la moto. Du côté fun, loisir, tranquille, tu vois, en pique-nique dans les montagnes. Vous changez à chaque fois un petit peu de région, c'est ça? Ouais, alors avec le Covid, on n'a pas pu trop changer de région ces derniers temps. On est surtout resté dans le Pays Basque parce que c'est un milieu c'est un endroit qu'on connaît bien. Mais cette année, on part du coup en Sardaigne. Donc là, on change carrément de pays. Mon carton d'invitation n'est pas prêt. Non, mais c'est cool, vous allez vous éclater en tout cas. Voilà, je suis bien curieuse de suivre ça en tout cas et de repartager après du coup l'aventure. Et donc on parle de déplacement, on parle de filles qui vraiment viennent à la rencontre d'autres motards et d'événements cool. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne vous connaît pas, où est-ce qu'il peut vous trouver? À part sur le site internet évidemment, où est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui enfin, j'imagine des festivals, des boutiques Ouais, tout à fait. Donc nous, on est distribué donc déjà sur notre site internet. Après, on est dans des magasins, ce qu'on appelle des retail, donc des magasins de centre-ville. Ouais.
Donc plutôt avec un peu lifestyle. Il y a un peu de lifestyle et justement on introduit aussi ce côté technique. Maintenant on est distribué dans des réseaux aussi de grande distribution spécialisée, du style Maxès, Daffy. Voilà, donc on essaie de s'ouvrir à plus grand, c'est ça, parce que bon, on est quand même la niche de la niche, il faut savoir, donc on essaie d'apporter nos produits au plus grand nombre. Et bien sûr, vous pouvez nous trouver sur des événements type le Salon du Deux Roues, où on est présente. J'y serai aussi. Voilà, de toute façon, c'est le grand rassemblement. Voilà. Et également au Wheels and Waves, qui est pour nous l'événement vraiment dans la veine, moto, café racer, surfeur, skater, truc cool, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que c'est de l'équipement moto. Alors moi, pour le coup, je le porte pas qu'en moto et je suis pas la seule. Tu connais tout notre petit groupe de Nana Motards de Lyon. On le porte régulièrement. Voilà, en plus c'est joli, c'est dans la tendance actuelle. Et je trouve ça cool, et d'ailleurs on va regarder un petit peu ce que t'as ramené. T'as ramené quoi avec toi? Produits. Moi je t'ai ramené des petits gants, tu vois. Trop cool. Donc ça c'est les nouveaux produits. Ça c'est les nouveaux. Ouais. Tout à fait. Je peux voir là si ça va pas parfaitement. Et oui, avec le petit damier, voilà. Magnifique. Qu'est-ce qu'on en pense? Très joli. Moi, je pense qu'il va falloir faire un shooting avec tout ça, là. Et puis, surtout, il y a le Ride Like a Girl. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est entré dans votre ADN depuis très longtemps, le Ride Like a Girl. C'est ça. Et je le sais parce que moi, j'ai un petit cœur, pour la petite histoire. J'ai un petit autocollant avec écrit Ride Like a Girl que j'ai mis derrière mon café racer, mon CX500, qui m'accompagne toujours. Et j'ai aussi le petit pins Ride Like a Girl avec d'autres que tu as fait. Franck demandait s'il y avait des versions pour hommes, mais je crois qu'il n'a pas compris le principe. Alors, on répète tout ou il se concentre, le monsieur là-bas? Mais je me demande si je rentre dans il y a pas mal de gens qui nous en demandent. Des mains petites. Ouais. Mais peut-être qu'on fera un petit lancement spécial mec sur une prévente. On va voir. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui nous demandent. Non mais franchement, regarde. Ouais, ils sont chouettes. Là, j'ai une dégaine, tu vois. Ils sont chouettes. On est pas mal là. Franchement. Alors, je sais pas si t'as vu, en plus on a mis des dragons et c'est hyper pratique, comme au ski, tu vois. Ah ouais, carrément. Les dragons, et en fait, au début je me suis dit ça se trouve on va pas l'utiliser, et en fait c'est hyper pratique parce que tu descends de ta moto, hop, t'as les dragons, et puis carrément. On essaie en fait de prendre les codes moto et de les revisiter vraiment au féminin, quoi. C'est comme tu disais, on faisait des pins, tu vois, dans la moto Harley et tout ça. Le pin, c'est vraiment quelque chose. Ils sont tous avec leurs pins partout, voilà. Et les cuirs qu'on fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on reprend des codes, voilà. Bon là, c'est évidemment la petite coupe perf. Moi, je les ai connus par rapport à leur cuir. Je t'avais connu d'ailleurs au Iron Biker, je crois, à Carole. C'est ça date 2018. Ouais. 2018. Et moi, c'était à chaque fois vos peintures sur les cuirs, c'est quand même c'est dingue. Hein. Ouais, c'est ça. On a commencé par du upcycling. En fait, on allait chiner nos cuirs, et puis mon associé Caro peignait à la main derrière les cuirs, donc on faisait que des pièces uniques. Et puis à un moment, on a fait nos propres cuirs. On avait le budget pour pouvoir faire nos propres cuirs. Et voilà, ça c'est la nouvelle collection qui est dans les tuyaux. Et voilà, donc une veste qu'on peut mettre en ville. Parce que nous ici, on aime bien faire des tests. Je vais essayer de ne pas tout enlever au micro. Voilà. T'es sûr que c'est ta taille? Je mangeais un peu de raclette ces derniers temps, mais j'ai fait plus de sport, donc moi aussi j'ai maigri, monsieur. Regarde, franchement, très stylé. Voilà, moi je dis, let's go, me l'offre en cadeau, voilà. 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 En vrai, c'est sacré ouf. Magnifique. Non, mais très chouette, très belle. T'avais des petites dorsales voilà. toi, donc j'imagine. Donc ça, c'est les protections qu'on met à l'intérieur, voilà, qui sont amovibles, donc pour les épaules et pour les dorsales. Wow. Le cuir est franchement là. Tu vois, est-ce que tu veux venir toucher, Marie? Moi ça m'intéresse. Non, parce que franchement, vas-y Marie, viens des toucher un peu. Non, mais parce que c'est bête, hein. Mais regardez, déjà on le voit là à l'écran, c'est juste super souple. Et ça, c'est un bonheur quand t'es en moto que ce soit souple comme ça, parce que. Ah oui, non, mais là. Parce qu'en fait, quand t'as l'impression d'être Robocop sur une moto, t'es pas à l'aise du tout, quoi. Les petits détails. Les détails, c'est pas une veste Zara, ça. Hein. Là, on est sur franchement. Mais non, tu vas lui abîmer. Non, je vais rien abîmer du tout. Rien. Je suis pas sûre que tu. Vas-y, alors attends, ne force pas parce que la doublure peut très vite. Ah non, effectivement. Voilà. Merci. Par contre, c'est pas les épaules, c'est hyper serré là. Mais c'est des coupes femmes. Mais c'est pour une femme. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Laissez tranquille. On a galéré à avoir des produits pendant très longtemps. On rentrait, tu passes. Puis-je, moi je pense, je passe, non? Tu es assez fin. Les poignets. Au niveau des épaules, c'est plus dur. Non mais les gars, c'est pour les filles, c'est tout. Regarde, il a déjà le. Les poignets.
Moi, j'ai des poignets un peu plus gros. Tu penses que je passe pas? Je peux tester. J'ai envie Ah, de mais c'est parce tester, qu'on moi. peut l'ouvrir. Ouais, d'accord, ok, je Mais vois ce regarde, que on tu veux n'avait dire. pas ouvert ça, c'est pour ça. Elle est très Eh stylée. oui. Vous vous souvenez cette Merde. série qui passait sur c'est M6? celle-là. J'ai plus la mémoire des noms. Attends, faut ouvrir le. C'était des motards. Oui, c'est les épaules. Regarde, Tu te souviens? oui, non, mais j'ai un trou. Mais, Avec le mec tu blond vois, là. Là, tu rentres oui, dans un avec bar les comme bikers ça. en custom. Ouais. T'as la classe. Désolé. Comment ça j'ai Le chat, un vous trou, là. l'avez? J'ai un trou, ils vont l'avoir sur le chat, c'est sûr. C'est un peu, Ah. c'est un peu cintré, quoi. Ouais, mais Mais- c'est un je pense- style. Si, Tu crois? On peut revoir la musique. Ouais, la taille est bonne. C'est là où je. Franchement, je pense que je ça regrette m'allait d'être trop mieux, large ça m'allait d'épaule, mieux à tu moi, vois. je pense. À la limite. Faut la musique de Terminator, tu sais. Non, mais ça m'allait mieux à moi quand même. Ah, tout Oui, se bat. carrément. Tu regardes. Là, Mais là. qu'est-ce que tu fais au Ah bah juste là, t'es bien. Là, Voilà. Oui. là Ouais, tu vois, t'es dans bah, les pour- films Grease des années Je te dis, 50, mon hein, gars. en vrai, je suis plutôt bien. Il y a juste la Je largeur pense que tu d'épaule as un et marché, c'est. Sons of la- Anarchy. la Sons of tristesse. Anarchy, ouais, voilà. Sons of Eh ben, il y a un Anarchy, c'est ça. Eh, Ken, il y a un Exactement. flow, hein. Oui, non, mais ça va. En vrai, c'est ma taille. C'est juste que on sent que c'est Attends, attends. super bien On va adapté pas abîmer le. C'est à la stylé, morphologie quoi. féminine et ça, c'est trop cool. Tu vois. Tu Voilà. attestes quand même de Je la suis beauté juste du cuir. méga rends triste de un pas kit, pouvoir. On a je te le fini rends à de ma petite mettre amie. le Ouais, doigt tu vois. Pas de souci. On voulait Voilà, le filmer. et donc juste pour terminer un peu ce sujet, donc là on a vu les gants, forcément tu fais des t-shirts, des cuirs, etc. Est-ce que tu fais des chaussures par exemple? Est-ce que c'est un projet que tu aimerais bien faire? C'est un projet qu'on a dans les tuyaux. Bien sûr qu'on veut faire des chaussures, bien sûr qu'on veut faire plein de choses. Bon, ce qui prend un peu de temps, c'est de faire homologuer tous ces produits, voilà, Sûr, ouais. pour qu'on puisse rouler avec sur la route. Donc c'est des projets à 1 an, mais bien sûr c'est dans les tuyaux. On va vous faire des garde-robes de fou. Ah là là. Voilà, il va falloir être un petit peu patiente, mais franchement on arrive avec des très très belles choses. Ah, mais en tout cas, c'est une belle évolution depuis, Ouais. depuis 2018 quand on s'est Ouais, même rencontrés. 2017 on a commencé. Ouais, donc, voilà. Donc c'est une belle évolution, plein de produits, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet ou à déplacer en boutique, mais en tout cas c'est cool. Moi, encore une fois, je suis fan du concept et voilà. Et puis comme ça, si Marie un jour elle passe le permis moto, Oui, le alors permis tout attends, court, regarde-moi. on se calme. Après, j'attends pas de passer le permis pour porter des trucs stylés. Ça, Oui. Eh, Ça c'est bien. et franchement, t'as pas besoin d'être motarde pour porter Ah, de ça, ouf. hein. Très, très clairement. Et d'ailleurs, Ouais. tout le petit gang de Ça, personnes tu que je peux connais qui même portent les les mettre fringues, en- on les met en dehors, hein. Ouais. Les bonnets, les Bien t-shirts, sûr. les pins, tout ça. Donc, Mais même sur Clairement. scoot, hein, tu peux même porter les gants. oui, bien ça sûr, parce passe qu'on très parle bien. de moto et à scoot, tu peux aller faire du karting avec, Tout à fait. voilà, faire du skate avec, Ouais, le skate. avec les fringues, pas forcément les gants. Ah oui, oui, oui. donc, oui, les t-shirts, tout ça. Non, Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Bah, donc, c'est un oui, peu non. l'état d'esprit, quoi. Ouais, C'est vraiment. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à de rien. nous. Et voilà, c'était bien sympa. Merci Quelque chose à énormément. rajouter à demander? Eh ben, écoute, le chat est en mode vraiment très très stylé. C'est limite si ça râle pas de pas avoir la même chose pour les mecs, d'avoir des trucs un peu cool comme ça. Mais bravo pour ta réussite et pour la création de ta marque, donc Eudoxy, qu'on peut retrouver sur internet. Ouais, tout à Vous fait. avez un compte Instagram, vous avez une très belle Bien vidéo sûr, qu'on a vue. ouais. Instagram, YouTube. Ouais, Instagram, YouTube, et on fait aussi des petites vidéos sur Insta. On essaie vraiment de toujours parler à la communauté et de leur donner des petits conseils pour commencer. Et le Bon, salon bah, de la moto de Lyon. Voilà. Ouais, On va aller vous prochain rencontrer rendez-vous en en vrai. tous les cas. Ouais, c'est ça. Cool. Génial. Et ben merci beaucoup. On te souhaite un bon retour et on va suivre cette marque de près. Il y a Morgane dans le chat qui dit chouette nouvelle marque. Je suis motard dans la mouvance Café Racer et ça donne envie. Super, très bien. C'est plutôt cool. Merci beaucoup et super Alison. Hein. Alison, elle nous ramène du beau monde, elle fait des belles interviews. Et Merci. on essaie des belles choses. Tu rentreras dans une veste. Je te le Je promets. rentre dans le costume de Batman, ça va. Oui. Bon. Et bah du coup, Alison, je t'invite à revenir de On se notre côté. rejoint après. Camille, merci beaucoup Merci à vous. d'être venue avec nous. Franchement, J'arrive après. c'est joli. Ça m'a plu le petit Oui, perso. c'est très joli et ça a l'air d'être de l'excellente qualité. Qualité. Le Oui. cuir, c'est C'est pas. vrai, C'est parce pour que ça que- tout est français. Tu as C'est bien pour ça fait que de je nous montrais faire, le ouais. cuir qui, quand je prends la manche, qui Ouais. pend, parce qu'en fait, en soi, c'est tellement Même agréable là, quand le t'es haut que tu motard. portes, c'est Eh oui, pareil, bien hein. sûr. Ouais. Ça fait très quali. Mais c'est quali, Ouais, de c'est ouf. très quali. Voilà, c'est franchement, c'est pas pour rien que ça m'a fait plaisir qu'elle vienne, Camille. Et ça fait longtemps que je les connais. Et franchement, quand t'es rentrée pendant très longtemps dans des concessionnaires accessoiristes traditionnels de la moto et que t'avais un petit coin au fond, toujours la même chose, du noir, du rose, et que t'en pouvais plus de rien trouver, franchement, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien, puis ça va dans. Ouais. Puis c'est Voilà, des trucs dans que la tu bonne peux porter dans la vie de tous les jours. C'est ça, Exactement, tu vois. c'est ça.
Eh ben, très cool. Le nom de la marque, on le rappelle, c'est Eudoxy. Je vous l'écris dans le chat. E-U-D-O-X-I-E. Putain, la meuf galère. Ça va en 60 ans sur son clavier. Bah, ça régale. Merci beaucoup. Hein. Franchement, n'hésitez pas à nous ramener des gens comme ça. La réussite, le succès, made in France. Et vous avez parlé du salon de la moto à Lyon. Tout à fait, exactement. C'est dans les jours qui viennent, ça. Oui, ça sera début mars. J'y serai et je ferai un sujet dessus. Donc moi, je vais y aller. Tu y seras donc. J'imagine que tu peux passer aussi. Tu as un stand? J'ai pas de stand. Moi, j'y serai pour surtout aller voir les stands, aller voir les motos. Je vais faire des animations et des débats pour ceux qui sont du côté de Lyon. Je vais faire des animations. Quoi la date? Les dates? J'ai plus la date exacte. C'est à Lyon, le premier week-end. Je crois que c'est autour du 6 mars, quelque chose comme ça. Salon moto. On se l'était dit déjà. Tu seras pas là? Non, je vous ferai un duplex de Los Angeles. Oh là là. Si j'arrive à y aller. Si j'arrive à y aller, c'est pas gagné. Voilà, j'avais le 6 mars en tête. Voilà, moi j'y serai vraiment tous les jours, puisque voilà, sur le salon, j'ai des stands qui me font venir aussi pour parler de la piste, de l'univers féminin, comment on se lance dans la moto, sur la piste. D'autres activités, je suis là pour du rose. Ouais, c'est Alexandra Polonine, pilote avec qui j'ai roulé en compète. Donc voilà, j'y serai pour plusieurs choses, pour faire des essais, pour rencontrer les marques, évidemment pour mon jeu de société dont je vous ai déjà parlé. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y aura un simulateur? Je pense qu'il y en aura, ouais. Il y en a toujours avec, surtout les assureurs qui font venir des simulateurs généralement. Ça, c'est le genre de truc que j'adore les salons pour ça. Eurexpo, effectivement, le salon de la moto 3 au 6 mars. Toi, tu seras à LA, la cité des anges, pardon. Pourquoi Exactement, pas pour l'E3 et les jeux vidéo comme quand c'est toi qui y vas, mais pour. J'y suis jamais allé. T'es jamais allé? Non. Jamais? Je suis jamais allé aux États-Unis de ma vie. Mais non. Si. Attends, t'as un oncle qui est bloqué à New York depuis Mathusalem, tu n'y es jamais allé? Bah non, parce que choix le ou Covid. pas envie? Bah déjà ça coûte cher et avec l'argent je Il préfère aller au Japon. Ouais. Et ouais, quand j'ai des vacances, je préfère aller au Japon. J'allais te dire, il n'a pas de vacances. J'irai récupérer une voiture rose. Donc je vous ferai une belle petite vidéo, une Honda S2000 rose bonbon. Donc faut assumer le truc. Très bien, on nous met la pression, ça dégoûte. On vous laisse avec l'émission Allociné qui a certainement prévu. Est-ce qu'il y a un invité aujourd'hui? Je ne crois pas, mais qui va vous parler de cinéma. Voilà, à bisous, très vite. À bisous. À bisous, très vite. Salut.